Bon alors Lily, on va faire une interview maintenant. On va baisser la lumière. Ah, ça y est. On ne bouge pas. Ça. Je ne bouge pas. Voilà. Il est content avec ça. Ah mais alors, tu dois savoir, voilà, c'est ma joie. Voilà. joujou, Et voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, il y a le sampler aussi. Tiens, je vais vous mettre... Pas une Mouvrini. Si, pas une Mouvrini? Non, la croisière s'amuse. Ah, la croisière s'amuse, c'est agréable. Et vous faites ça? Ça, c'est la chanson de Lolo. Et là, tout est rose, tout est rose. On met ça tout le temps. Pardon. Ça, j'adore. Moi, quand je fais mon sport, mon prof de gym, quand je fais mon sport, il me met ça pour faire les abdos. Sinon, je ne les fais pas. Ah bon. Bon, alors, Lio, vous avez déclaré, c'est bizarre. J'ai toujours été une femme seule. J'ai été accompagnée finalement très peu de temps. Et j'ai eu mes enfants avec des hommes différents. Ma célébrité, finalement, est un énorme problème dans ma vie sentimentale. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous n'aviez pas été Lio, si vous étiez resté Vanda, est-ce que vous auriez moins de problèmes avec les hommes? Oui. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de se retrouver à un moment donné comme étant Monsieur Lio. Et moi, je l'ai entendu ça, des gens qui présentaient mes hommes comme Monsieur Lio. Ouais. Et en fait, moi, je trouvais que c'était ridicule de la part des autres. Mais eux, petit à petit, trouvaient ridicule de ma part d'être Lio. Mais c'était dommage, parce que je l'étais avant. Je ne pouvais pas arrêter tout d'un coup. Maintenant, c'est comme une seconde nature, Lio. Et ça posait des problèmes, oui, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de gagner plus que son homme aussi. Bon, alors, c'est vrai. Alors, donc, voilà, moi j'ai fait le compte quand même, là, Lio. Je veux dire, d'abord, vous êtes très jolie. C'est marrant, hein, on trouve normal, par contre, de dire Madame Machin, Madame Truc. Tout le monde s'en fout, hein. Non, mais moi, je peux vous faire une... Il veut dire que je suis Non, jolie. c'est pas ça, Lio. Non, Lio, C'est vrai. on s'est suffisamment chamaillé sur des plateaux pour que je puisse vous faire un compliment sincère. Je vous trouve très belle en ce moment, là, présentement. Vous avez un minci très joli. Vous avez une belle robe, vous avez des belles nattes, et j'adore les brunes. Et vous avez du rouge à lèvres un peu rouge. Ça me plaît. Ça. D'ailleurs, Béatrice, je te le dis, si tu pouvais mettre le même genre de rouge à lèvres que Lio, ça me ferait plaisir. Voilà. Bon, allez, maintenant on revient. Moi, je trouve qu'il a vraiment raison. Allez, il est du Sud, lui, c'est normal. Une Portugaise, ça le fait, hein, Renaud, hein, les Portugaises. Il y a Muso qui est chaud, là. Elle est vraiment parfaite. Muso, il est chaud, je te dis pas. Bon, alors... Et Titi aussi. Ah, Titi aussi. Titi, il est chaud aussi. Bon, alors, j'ai compté les hommes. Évidemment, c'est pas encore Gloria Lasso, mais quand même, c'est sur la route. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire, il y a eu d'abord votre premier, Duval, Il faut bien premier. le parolier, qu'on adore tous. Hein, voilà. Vous aviez 13 ans et demi. Oui. Ensuite, il y a eu Esteban, notre ami Esteban, avec qui vous avez eu Nubia. Oui. Ensuite, il y a eu Patrick Alexis, Oui. avec qui vous avez eu 2 enfants, Igor et Esmeralda. Oui. Donc là, on est déjà 1, 2, 3. Oui. Non, attendez, Non, attendez, 1, 2, 3, 4, Zad, le dernier en date, celui avec qui vous avez eu les jumelles, voilà. Il y a beaucoup, hein. Vous tournez pas beaucoup? Mais non. Ah bon, mais je suis vieux jeu, moi, Il y a alors. des enfants à chaque fois? Ah, c'est pas, elle a 5 enfants, maintenant. Ah, c'est pas Et mal. d'ailleurs, Lio avait... C'est une très bonne mère de famille. Oui, j'adore les C'est vrai, enfants. Lio, je le sais. Moi, je vous ai vu allaiter Nubia sur les plateaux, au bain-douche. Oui. Alors, vous avez déclaré, mon ami Hugo Pratt m'avait pourtant conseillé de ne pas tuer le désir. Dans ce milieu avide de chair fraîche, personne ne veut d'une fille avec 5 gosses au basque. Oui. Vous pensez que ça vous handicape aujourd'hui, tous ces enfants? Moi, si moi ça m'handicape. Ouais. Oh merde, j'ai un truc. Non, ça va, non, vous avez un micro, c'est pas grave. Moi, ça m'handicape pas. Moi, au contraire, dans ma vie de femme, c'est quelque chose de génial. Mais ça handicape dans mon travail. Mais oui, bien sûr. Ça m'handicape dans mon travail parce que c'est pas de trouver des gens. En général, les femmes veulent bien travailler avec moi. Mais derrière une femme réalisatrice, il y a toujours un homme producteur. Et l'homme producteur, lui, n'a pas envie d'une artiste à problème, entre guillemets. C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait éventuellement lui refuser de lui donner la 200e heure supplémentaire gratos, puisque c'est maintenant ce qu'on vous demande. Moi, depuis que j'ai commencé à tourner, mes cachets ont été divisés par 3, voire 4, toujours soi-disant pour des problèmes de cinéma français qui ne marchent pas, mais j'ai toujours vu les producteurs avec la même BMW et les mêmes costumes chez Routy. Donc, si vous voulez, je trouve que c'est comme un nouvel esclavagisme, parce que comme on manque de boulot, c'est difficile pour tout le monde, donc on commence à dire aux techniciens, il faut diviser vos prix, et puis si c'est pas vous qui le faites, il y en a 150. Marc Lavoine, Voilà, et donc ça, c'est effectivement, et donc
Il y a autre chose qui joue, c'est quand tout d'un coup des producteurs ont le choix entre Lio et une autre brune pas trop grosse, ils vont prendre peut-être l'autre brune, jolie, mais qui n'a pas 5 enfants. Ouais. Et moi, je vais être éliminée sur ce critère immédiatement. Oui, mais c'est la vérité, je ne vais pas pourquoi... Heureusement qu'Alonso n'est pas là. Dites-moi, ouais, mais en tous les cas, pour une fille qui a eu 5 enfants, vous êtes vachement bien. Non, mais je te pas. Et pour une fille qui n'a pas eu 5 enfants, je suis comment? Parce que ça m'inquiète. Si vous n'aviez pas 5 enfants, ça serait normal. Pour une fille qui a eu 5 enfants, je trouve vachement bien... Vachement bien conservé, dis ouais, mots. ouais, Oui, ouais. j'ai presque 40 ans, c'est vrai. Comment vous faites? Je baise. C'est ce que tu voulais entendre? Non, non, pas du tout. Non, non, mais alors vraiment... Attends, Michel, Quoi? vous me connaissez. Bah, allez, Comment comment j'ai enchaîner? justement. Bon, alors, vous disiez, donc là, vous avez des problèmes avec votre Jules actuel, et pourtant vous disiez, je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais, je suis une butineuse, il me faut un vrai appel pour m'arrêter. Avec lui, il y a eu une vraie osmose. Comment ça se fait que ce soit terminé aussi mal après cette vraie osmose? Ah, mais ça, c'est toujours la question que je continue à me poser, qui me pose des sacrés problèmes. Je ne sais pas. On se pose toujours cette question quand ça se termine. Mais c'est pas, non. Vous aviez l'air d'être tellement, d'avoir enfin trouvé... Mais je suis très amoureuse de lui. Toujours. Oui, mais je ne veux plus jamais vivre avec lui. Ah bon. C'est différent. Vous allez vous revoir quand même? Non, on n'a pas le droit. Bon, vous êtes un peu disputé, bon, on n'est pas là pour dire ça, donc lui, il a quand même pris 2 mois ferme. Hein. Oui. Ouais. Oui, mais moi j'ai pris un nez cassé et un Ouais. corps en vrac. Ouais, d'accord. Mais vous avez pas porté, vous dites, j'ai pas porté plainte par vengeance, j'ai quand même un peu porté plainte, sinon on n'aurait pas pris 2 mois ferme. Mais j'ai porté plainte. Parce que quand on porte plainte, c'est qu'on n'a pas d'autre solution. Quand on essaye de régler des problèmes comme on peut avec ses moyens, mais qu'à un moment donné, on va d'échec en échec et de violence en violence, eh bien, on s'en réfère à la justice. C'est pas que je trouve ça formidable, mais c'est que je n'avais pas d'autre solution. La justice représente le père. C'est une autorité à laquelle on s'en remet quand on reconnaît notre échec à nous de résoudre le problème. Mais, voilà. Lio, vous avez dit que vous jugiez la sanction un peu sévère, là, les 6 mois de prison. Non, donc... j'ai jamais dit ça. Non. Je ne suis pas a priori pour la prison parce que je trouve que ce n'est pas là qu'on résout les problèmes, mais les 2 mois fermes n'étaient qu'une partie de la sentence et moi j'avais besoin de protection et je l'ai obtenue et la justice a fait des grands pas pour les femmes battues et il fallait qu'elles les fassent parce qu'on est vraiment seul dans ces cas-là et surtout vous êtes toujours coupable. Moi, la plupart des hommes qui m'ont parlé depuis n'ont pas du tout le sentiment de s'adresser à une victime, mais c'est comme les femmes victimes d'un viol, c'est que je l'ai bien cherché. Comme en plus tout le monde sait que j'ai un sale caractère, on se dit que vraiment j'ai dû torturer ce pauvre homme, mais c'est quand même moi qui avais le nez cassé, et une entorse cervicale et 4 vertèbres déplacées, qu'on a dû remettre les folies bergères, et que ça a été terrible et que je m'en remets toujours pas, moi. En tout cas, sur scène, ça se voit pas. Et sur scène, ça se voit pas, mais ça c'est la magie du spectacle. Alors, je suis heureuse sur scène. Oui, alors vous flippez un peu sur votre âge, est-ce que quand on vous voit, on a du mal à comprendre, franchement. Vous dites Lio, c'est pas moi, je la mets en scène tous les jours, elle n'existe pas, Lio. J'ai fait un seul coup à Lio, j'ai vieilli. Oui, mais ça, je le disais il y a 10 ans déjà de ça, parce que c'est vrai, Lio était la représentation de l'adolescence. Elle avait entre 12 et 14 ans quand je l'ai choisie, c'était mon âge à l'époque, dans une BD de Jean-Claude Forest. Et elle était le symbole de l'adolescente, oui. Et c'est vrai que je ne suis plus le symbole de l'adolescente avec 5 enfants. Vous n'auriez pas les... Enfin, c'est les adolescentes avec 5 enfants, c'est au Ghana, oui. Est-ce que vous... Je ne critique pas le Ghana, je tiens à le dire, hein, je ne veux pas d'histoire, je ne critique pas le Ghana. Est-ce que vous avez... Vous dites, j'ai du mal à me voir vieillir, j'ai la mécanique s'affaiblit, ce n'est jamais très agréable. Oui, c'est vrai. Et c'est jamais très agréable de voir les regards des hommes toujours attirés par la jeunesse. Mais moi, vous êtes très attirante. Mais... Vous êtes une femme dans la plénitude, là. Oui. Non, mais il ne faut pas flipper, là, Lio. Non, peut-être. C'est comme ça, c'est sans doute une étape obligée. Non, parce que vous avez du succès très jeune avec un personnage de Lolita, effectivement, Banana Split et tout ça. Mais quand on vous voit là... Écoutez, Thierry, moi je crois une chose. Je crois qu'on se voit énormément dans le regard que l'homme que vous aimez porte sur vous. Et je crois que quand le regard qu'on reçoit est quelque chose qui vous affaiblit, qui vous remet tellement en question et sur des choses qui sans doute sont ridicules, moi je trouve que c'est une perte d'énergie totale. Mais la vérité est que moi ça me marque, il y a des choses qui m'ont marqué. C'est vrai que je me regarde plus dans la glace avec la même désinvolture, disons. Parce que moi je ne me suis jamais regardée dans la glace avec attention, j'étais désinvolte et je la perds
Et c'est une peur qui vient, alors je m'en détourne très vite, mais je crois que c'est ça, tout simplement. Je crois qu'on ne vieillit jamais quand les gens mais non, vous aiment et vous donnent quelque chose de gratifiant. Le problème, c'est que dans la tête, le vrai problème, moi je peux vous dire, parce que je suis bien plus âgé que vous, le problème, c'est que dans la tête, on ne vieillit pas vraiment, mais le corps vieillit, et puis après, les gens n'y croient pas quand on leur dit ça. Alors vous dites quand même, j'ai hâte d'être une vieille dame indigne. Oui, oui, de passer le cap de l'entre-deux. Ouais. J'ai jamais aimé avoir le cul entre deux chaises. Vous allez être infernal. C'est vrai qu'on a envie à un moment de se dire. Ouais, après, on a fini. Il y a un moment, on se dit la vieillesse, il faut que ça serve à ne plus rien avoir à foutre de rien. Ouais. Exactement. Au moins, c'est à cet avantage-là. C'est ça. Et de pouvoir faire plein de conneries et puis personne n'ose venir vous dire quelle conne. Ouais. Ça, c'est génial. Ça, c'est un moment que j'attends avec impatience. Merci. Interview vérité. Vous êtes prêts, Elie? Tout à fait. Vous êtes né en 1943. Non. Ah, pardon. C'est pour ça, non, parce que tu dis... Il n'a pas l'habitude de la télé, Semoun, il fait juste 8 émissions par semaine, donc... Bien, vous êtes né en 43, votre mère était aide-soignante à Bitch en Moselle, dans un hôpital réquisitionné par les Allemands. Et votre père avait été dans la ligne Maginot, qui a servi à rien, il s'était fait faire prisonnier, il se retrouve dans l'hôpital, il rencontre votre mère, et vous naissez. Et j'arrive. Ensuite, vous allez je la fais courte, hein, vous allez en pension, et là, vers l'âge de 10-11 ans, vous subissez des abus sexuels. Je subis pas, non, je suis témoin d'abus sexuels sur des enfants, parce que nous étions dans un pensionnat de frères qui s'appelait Saint-Nicolas-d'Igny, et la mode à ce moment-là, c'était de voir ces frères mettre les petits garçons entre leurs genoux, c'était leur grand plaisir. Non, 3 ans d'enfer, Pierre, vous dites sérieusement. Oui, hein. oui, sérieusement, oui, 3 ans d'enfer, et où il fallait faire à 11 ans toutes les frasques pour pas atterrir au milieu de ces gens-là. Il fallait courir vite, quoi. Entre autres. Après, donc, c'est l'époque de l'Algérie. Oui. Et là, vous fricotez un peu avec l'OAS. Hein. Vous mettez des bombes, hein? Oui, entre autres. Vous pouvez lui dire maintenant. Mais elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Non, non, pas encore. Bombe à l'hôtel de ville. Ouais, l'époque de l'OAS. C'était une des affaires dont je me souviens parce qu'elle n'avait pas explosé. Ouais. C'était dû à notre inexpérience, certainement. Elle y est toujours? C'est une bombe à retardement, elle s'appelle Tibéri, oui. Derrière mon Vous allez nom. voir. Alors, vous en avez parlé à François Mitterrand de votre époque un peu OAS, comme ça. Et alors, il y a un truc que je comprends pas c'est que lui, il a fait le parallèle avec ce qu'il a vécu pendant l'occupation. Je vois pas ce qu'il y a de comparable. Où j'ai peur de comprendre. Simplement, bon, quand on est jeune, lui, il avait 18 ans quand il est arrivé à Vichy, moi j'avais 17 ans quand il y avait cette guerre, on était dans une période tous les deux de conflit, de guerre, et lui, il avait besoin de travailler, il était monté à Paris, il est redescendu à Vichy, donc on lui a accordé un poste dans un ministère. Moi, j'étais jeune chien fou, j'avais envie de bouger, je m'ennuyais chez moi, donc je suis parti avec cette bande qui n'était pas toujours très fréquentable, bien entendu. Donc c'était, si vous voulez, un petit parallèle, mais il n'y a rien de... C'est un peu des erreurs de jeunesse. Lui, c'était Voilà. la Francisque et vous, c'était l'OAS, c'est ça que vous voulez dire? Par exemple, mais on s'est vite rattrapé. J'ai compris. Alors, vous faites tellement de conneries que finalement un jour vous êtes obligé de choisir entre la prison ou l'armée. Hein. L'armée, oui. Et vous avez choisi l'armée. Voilà. Alors je la fais courte, en 62, vous vous retrouvez dans les paras envoyés en Algérie. En 69, vous rentrez un peu dans la politique, faites la campagne de Poher. Tout à fait. Personne ne sait qui est Poher aujourd'hui, hein, ça j'imagine, enfin vous peut-être. Hein? Un boulevard Poher. Boulevard Poher, c'est ça. En 71, vous rencontrez Franceschi à Alfortville, vous habitez à Alfortville. L'époque où Mitterrand monte le PS, hein, c'est l'époque d'Épinay. Hein. Vous prenez votre carte du Parti Socialiste. Vous étiez socialiste? Non, non, pas du tout, non. En 74, vous participez à la campagne de Mitterrand, c'est quand il a perdu contre Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing. Et après la défaite, vous buvez un pot avec lui, comme ça, enfin quelques jours après. Première fois, vous le conduisez dans votre DS. Tout à fait, une DS très sale. Et puis il m'a dit, emmenez-moi à Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Et là, donc tout aurait pu aller bien pour vous, tout aurait pu être formidable, et vous recommencez les conneries. Double vie. Vous voyez ce que je veux dire, Charlotte? non, je parlais du film. Je parlais du film. Double vie. D'un côté, Eliane, avec les enfants, et de l'autre côté, Annie, avec Julie. Voilà. Et c'était bien, c'était sympathique. Ouais, c'était sympathique, mais enfin bon, il y a eu un problème, qui est un petit peu le même que Mitterrand d'ailleurs, c'est que votre enfant est mort d'un mort subite du nouveau-né.
Et Mitterrand avait le même problème après la guerre en 46. avec Daniel. C'est ce qui nous a rapprochés un petit peu? Je sais pas, tout ça c'est les concours de circonstances qui font qu'on aime une personne ou pas. C'est peut-être pour ça qu'il était tellement attaché à Mazarine en même temps. Quand on sait ça, moi je ne le savais pas. Quand on sait qu'il a perdu une petite fille en très très bas âge, peut-être que c'est pour ça qu'il a reporté tellement d'amour sur Mazarine. Bon là, c'est dur pour vous, vous conduisez le cercueil à Digne dans la famille de votre ami, disons, et là vous tombez dans l'alcool, la dépression, un peu clochard. Un peu clochard, et un soir j'étais entre deux voitures, allongé dans le milieu de la route, Franceschi passe et dit tiens, il y a un chien qui est encore en train de mourir entre deux voitures, Dédé va voir ce qui se passe, Dédé Bouzio. Et il va voir, il revient et puis il dit non, c'est pas un chien, c'est Pierre Tourlier qui est en train de sombrer. Alors il me dit, il me ramasse, il me met dans sa voiture, il me monte chez moi, il me dit demain je veux te voir au bureau en état. Alors, il vous a drôlement aidé ce gars-là quand même. Ouais, Franceschi, ça a été. Franceschi, c'est le maire d'Alfortville, hein. Député maire d'Alfortville. Et alors là, donc il vous demande de protéger le premier secrétaire du parti, donc François Mitterrand, et vous dites dès cet instant, j'ai compris que mon destin était lié à cet homme. Racontez votre première journée quand vous les avez tous amenés chez Dodin Bouffant puis qu'ils vous regardent comme ça, là, qu'ils vous dévisagent là. Alors c'était le premier jour, le soir, donc le midi il avait été dans un restaurant, et puis le soir on arrive place Maubert à côté de la rue de Bièvre. Et puis il me dit bon ben je vais déjeuner là, il me dit, et puis ce qui y avait d'extraordinaire chez François Mitterrand, c'est que jamais il disait au chauffeur vous restez en voiture, vous m'attendez. François Mitterrand il avait cette allure extraordinaire, c'est qu'il disait au chauffeur vous venez déjeuner. Oui, un jour il y a quelqu'un qui voulait me faire manger en cuisine, il a dit il s'assoit à côté de moi. Et donc là, François Mitterrand était extraordinaire pour ça. Et donc je m'assieds à une table pas très loin de lui, et puis je vois qu'il m'observe. Il y avait Roger Hanin aussi qui m'observe. Et moi j'avais mon couteau et ma fourchette, je savais plus comment m'en servir, tellement c'était impressionnant, quoi. Ouais, vous aviez le trac. Ouais, tout à fait, ouais. Vous dites la voiture c'était sa bulle, son havre de paix. Et alors ça c'est incroyable. Il écoutait vraiment Pink Floyd dans la voiture? Oui, il écoutait Pink Floyd, mais ça c'est... Il faisait sur le cul. Alors là c'est le truc qui m'a le plus étonné depuis 10 ans, ça. Mitterrand qui écoute Pink Floyd. Pink Floyd, Supertramp, les Bee Gees, c'était Il chantait dans ça. Et il chantait. Stay Alive. J'aurais jamais cru, alors ça c'est un truc, voilà, que Mitterrand écoute les Bee Gees dans sa caisse, c'est vraiment un truc qui me fascine, moi. Et donc là, je parlais de Mazarine, vous découvrez la double vie de François Mitterrand, donc... C'est ce qui nous rapproche un petit peu, parce que lui, je suppose qu'il devait savoir comment ça s'était passé pour moi, donc c'est ce qui nous rapproche un petit peu. Au bout de 3 semaines, il me prend par le bras en sortant de la rue de Bièvre et il me dit Pierre, je crois que nous allons travailler longtemps ensemble. Et puis... Alors vous dites d'ailleurs qu'il y avait avec Daniel Mitterrand un couple qui était bâti sur le respect mutuel, c'est ce que vous dites, et puis avec Anne Pinjot, une véritable passion amoureuse, quoi. Passion amoureuse pour sa fille, il était subjugué par elle. Et alors, l'amour total. Autour de ça, il y avait une omerta considérable. Enfin, vous le saviez, vous étiez au courant? Parce que tous les journalistes étaient au courant apparemment, mais ils l'ont jamais dit aux gens qui lisent les journaux. Mais je crois que c'est l'honneur des Français de savoir faire ça. C'est-à-dire qu'on peut être au courant de certaines choses, on a beaucoup de défauts. On a beaucoup de défauts en France, mais pour planquer nos maîtresses, on est fort. Ça, c'est vrai. C'est un truc national. Non, écoute, c'est pas vrai. C'est vrai. Écoute, chacun ses qualités. Excuse-moi, en ce moment, moi je vis en Espagne. Et bien, je peux te dire que la presse, si tu veux, est d'un trash et c'est vrai que moi je suis choquée. Je me dis, je veux dire, on n'a pas souvent l'occasion d'être fier d'être français. Sur ce truc-là, je trouve qu'on est assez classe, ouais. Bien. Alors, vous dites que Mazarine est la femme de sa vie, en fait. Tout à fait. Et alors, il y a un très beau moment quand il vous dit dépêchez-vous, Pierre, on va chercher Zaza, parce qu'il appelait comme ça à l'école. Et là, bon, vous découvrez un Mitterrand complètement transfiguré et très triste quand ça s'arrête en même temps. Subjugué par sa fille quand elle arrive, quand je vais la chercher à l'école, je la prends par la main. En plus, moi, c'était un petit peu le renouveau de ma fille que je venais de perdre. Bien sûr. Et donc, je l'amène à la voiture et on voit ce François Mitterrand qui est heureux à travers la vitre, on le voit qu'il est heureux de recevoir sa fille, de démarrer, et dès qu'on démarre, il l'embrasse, il la câline, et on arrive devant chez elle, et là, il ouvre la porte, il voit Mazarine partir, et là, il a des yeux tristes, d'un père qui se sépare de sa fille. C'est vraiment sa raison de vivre. Alors, puis il y a toutes les autres femmes, parce que il vous disait, j'aime être aimé, quel mal y a-t-il à ça? Et vous dites, 8 volumes suffiraient pas à résumer ses conquêtes, quand même. Alors, il y a Christina, la Suédoise, donc vous confirmez, d'une certaine façon, vous dites qu'il peut pas être le père de l'enfant, parce qu'à l'époque, la maladie lui interdisait la paternité. Bien sûr. Et alors il y a Elisabeth Tessier, donc l'astrologue, vous qui croyez à l'astrologie, Elisabeth Tessier. Alors Elisabeth Tessier, elle dit qu'elle voyait Mitterrand, mais qu'en fait, il croyait vachement à l'astrologie, qu'il voulait faire une chaire d'astrologie à la Sorbonne. Vous dites que c'est du pipeau tout ça, ouais. Mais surtout envie de se la taper, ouais.
fait semblant de s'intéresser. Dites-moi, oui, ça m'intéresse beaucoup. Il a dû s'emmerder à écouter Elisabeth Tessier lui parler d'astrologie pendant des mois. Bon, en même temps, bon, c'est une personne agréable à regarder. Voilà. Elle est pas mal, Elisabeth Tessier. Voilà. Et alors, il y a des trucs qui sont rigolos. Un jour, il y a une militante du PS qui vous drague. Et puis, elle vous drague. Bon, vous passez la soirée avec elle, la nuit avec elle. Et un jour, Mitterrand... Non, une militante du PS qui drague Pierre. Voilà, et puis je me laisse aller. Et puis, quelques jours plus, il va chez elle, il s'aperçoit que c'est un endroit où il avait déposé Mitterrand, déjà quelques jours avant. Ah, c'est sympa, moi, c'est très sympa. C'est français, au moins. Ça vous choque? Non, pas du tout, non, j'écoute. Ouais, non, mais c'est intéressant comme bouquin. Ouais. Et alors, il y a une nuit, vous êtes... Il y a une nuit, vous êtes avec une femme dans un lit, et il y a quelqu'un qui téléphone, et puis elle vous vire de la chambre. Elle me vire de son appartement, et je descends en vitesse en m'habillant sur le palier, et je sors de l'immeuble, je tourne la tête au moment où un taxi arrive, et je reconnais la silhouette de François Mitterrand qui venait, mais là aussi, j'ai pas tenu la chandelle. Hein. J'adore. Il arrivait, quoi. Et puis après, il y a la fin. Enfin, c'est bon, on va peut-être pas s'étaler là-dessus, parce que... Quand il vous dit, ça y est, Pierre, ça se termine, je suis désolé, en fait, de faire du chagrin à ceux qui m'aiment et qui vont rester. Son grand souci. C'était la mort, c'est ce qui le gênait le plus. C'était de faire du chagrin à ceux qui l'aimaient. Ouais. C'était la seule... Et la dernière fois, vous l'avez conduit en voiture, il avait des mauvaises nouvelles de son toubib. Et vous lui dites, il faut aller voir le docteur Tarot, faites voir le docteur Tarot. Et lui, une dernière fois, il voulait aller voir Paris. Et vous ne saviez pas que c'était la dernière fois, bien entendu. Non, je ne savais pas. Et donc, vous avez regretté après de ne pas lui avoir... Je suis resté accroché au volant et... Première fois de ma vie que je disais non. Alors vous dites, pour conclure, j'avais perdu le père que je n'avais pas eu. François Mitterrand était le dieu d'une religion que je n'avais pas. Voilà. Et je vais vous faire une interview vérité. Bien. Alors c'est un livre très intéressant. Oui, vraiment, parce qu'on apprend des trucs. Alors là, d'abord, vous parlez du business du tennis féminin, et vous relevez des choses tout à fait... Enfin, une fois qu'on les a lues dans votre bouquin, évidemment, on se dit oui, c'est vrai, mais bon, on n'y avait pas pris conscience. Par exemple, qu'une fille comme Martina Hingis soit photographiée partout, c'est normal, c'est la numéro 2 mondiale, donc c'est normal qu'elle soit partout. Mais vous parlez par exemple d'une fille qui s'appelle Anna Kournikova, qui a jamais gagné un tournoi et qu'on voit partout et qui a des gros contrats de sponsoring. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce que vous dénoncez d'une certaine façon dans votre bouquin, c'est qu'aujourd'hui, le tennis féminin, ça commence à être plus le look que le jeu. Oui, c'est ça, c'est ce que je dénonce, mais bon, c'est bien pour Anna Kournikova, ça me fait plaisir qu'elle gagne autant, parce qu'elle est sexy, elle est jolie, c'est vrai, mais je trouve que quand même, ce qui est important, c'est qu'on regarde le jeu des joueuses aussi. Ouais. Quand les gens viennent nous voir jouer, ils regardent d'abord, bon, c'est vrai, si elle est mignonne, tant mieux, mais ils viennent voir jouer une joueuse, quoi. Ouais. Alors, vous n'y allez pas de main morte, hein? Ça balance pas mal, ça balance aussi. Alors la Kournikova, vous dites qu'un jour vous la surprenez dans les vestiaires avec 2 portables, un par boyfriend. Ça vous choque, ça? Non, ça me choque pas, ça me fait rigoler. Ouais. Vous pensez qu'elle a tort de... Non, elle joue avec ça en tout cas. Elle joue beaucoup avec ça, oui. Elle s'amuse bien, oui. Vous n'êtes pas jalouse? Pas du tout. Ouais. Alors toujours dans le business, vous annoncez vos gains, qui sont en brut, 9 millions pour 98 par exemple, mais en fait après impôts et les dépenses de fonctionnement, il vous reste 2 millions. Ouais, voilà. Et comme vous dites, en fait, je vais pas gagner ça toute ma vie, donc il faut que j'en profite, parce que là, c'est... Enfin, je sais pas si c'est votre dernière saison ou pas, on ne sait pas encore, mais en tous les cas, ça risque. Alors, à part Steffi Graf et Lindsay Davenport, tout le monde y passe, dans votre bouquin. Williams, vous dites, au moment d'entrer sur le cours, pardon, elle vous regarde comme si vous étiez une naine. Mais vous ne croyez pas que c'est un jeu, ça? C'est comme à la boxe, quand Mohamed Ali, il dit à l'autre, t'es interminable, je vais t'écraser, non? Si, c'est un jeu. On se regarde un petit peu bizarrement dans les vestiaires avant de rentrer. Même sur le cours, en changement de côté, on n'hésite pas à bien se regarder dans les yeux et à se dire, bah, tiens, la prochaine, tu vas voir, tu vas pas pouvoir la voir, quoi. Ouais. Monica Seles, alors vous dites, elle a un accident de bagage pondéral. Pourquoi elle est... Monica Seles Monica Seles, elle a beaucoup apporté au tennis parce qu'elle est arrivée, elle était carrément dans le cours, elle prenait la balle très tôt. Moi, personnellement, elle a fait remettre en question mon jeu. Ouais. Et c'est grâce à elle aujourd'hui que j'ai un jeu très offensif. Ouais. Alors, il y en a une qui... Alors là, vous n'avez pas de main morte, c'est Mary Pierce.
Vous dites, j'espère qu'elle s'arrête à la créatine. Voilà. Faut pas nous prendre pour des imbéciles. On sait bien que la créatine, ça peut masquer d'autres produits. Oui, c'est la vérité. Ouais. Oui, c'est la vérité. Mais enfin, vous savez, comme toutes les vérités, pas tout le monde les exprime tout le temps, quoi. Non, mais c'est bien. Hein. Mauresmo, vous lui reprochez, enfin vous lui reprochez rien du tout d'ailleurs, mais vous dites que c'est dommage que sa petite amie soit devenue son entraîneur parce qu'il ne faut pas mélanger... J'ai dit chacun à sa place. C'est vrai que je trouve que si on a un coach sur le circuit, c'est à lui de nous expliquer si on a bien joué, mal joué. Je vois mal mon petit copain venir me dire oui, tu as joué comme une brêle aujourd'hui, etc. C'est pas son rôle. Il est là plutôt pour me consoler, plutôt quand j'ai perdu et être sympa avec moi quand j'ai gagné, plutôt que... Vous pensez qu'elle mélange un peu trop les... Oui, justement, en parlant de Mauresmo, l'homosexualité dans le tennis féminin, c'est un mythe ou c'est une réalité? Bah, pas plus qu'ailleurs, pas plus que dans le monde en général. Ouais, pas plus que dans le tennis masculin, quoi. Je sais pas, je vis pas trop dans le tennis masculin. Non, je sais pas. Oh non, je pense pas. Sur 10 joueuses, il y en a combien qui sont homosexuelles, pour voir? 2. 2, oui. Ouais. C'est comme partout, alors. Voilà, pareil. C'est comme ici, ce soir, autour de cette table. Peut-être. Belmar, il est emmerdé, là. Anconina, il est pas emmerdé, non? Catherine me dit Anconina, il est emmerdé. Non, vous n'êtes pas emmerdé, vous. Vous, en tous les cas, on vous a suspecté, je dirais, d'homosexualité, et vous dites, vous niez. Vous dites, j'ai pas de mec parce que je me suis contenté, enfin, je me suis consacré à mon jeu, et si j'avais eu un mec, c'est l'expression que j'aurais fondu comme du sucre. Donc c'est vrai, vous avez sacrifié votre vie amoureuse au tennis. C'est vraiment le plateau formidable. Quoi? Vous placez deux mots et tout. Alors on recommence. Moi je suis né en 1953, j'ai 47 ans. Parce que là je suis beaucoup jeune. Moi j'ai 47 ans. Écoutez Richard, le focus c'est pas sur vous, profitez-en. C'est parce qu'il n'arrête pas de... Non, mais vous avez sacrifié, non mais c'est fort quand vous avez sacrifié votre vie amoureuse parce que vous dites je suis pas homosexuel. Bon, c'est vrai qu'on ne voit jamais avec un garçon. Vous dites si on me voit jamais avec un garçon, c'est parce que je me consacre au tennis. On me voit jamais, je veux dire, j'ai pas eu de petits copains attitrés pendant longtemps, des choses comme ça, mais puis j'ai pas envie de tout mélanger, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, vous parlez des filles, vous parlez aussi d'un garçon, c'est Noah. Alors là, vous n'y allez pas de main morte non plus, hein. Non, je sais pas, moi j'ai lu le bouquin. Vous dites, il représente tout ce que j'ai toujours combattu dans ma vie, le travail à court terme, par à coup, on fait un hold-up et hop. Bah parce que je pense que Yannick aurait pu faire une carrière meilleure s'il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait, quoi. Il est un peu comme Mauresmo, c'est-à-dire c'est des gens qui s'éclatent en jouant. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je m'amuse en jouant. Ouais, mais vous êtes quand même plus straight, vous, non? Voilà. Ça. Eux, ils s'éclatent en jouant, donc il faut se marrer, quoi. Alors que vous êtes plus rigoriste, d'une certaine façon. Plus rigoureuse. Ouais, plus rigoureuse, si vous voulez, ouais. Mais vous dites, j'ai lu dans un journal cette semaine, dans un magazine, vous dites il est inabordable, Noah. Pour moi, oui, ça a été dur de communiquer avec lui. Mais c'est peut-être... Ah non, pas du tout, non, on n'a pas su... C'est peut-être de ma faute aussi, j'ai peut-être pas su pas assez bien communiquer avec lui. Alors, le tennis féminin, vous dites, donc c'est de plus en plus sexy, donc c'est de plus en plus le look, la beauté, les love stories, les scandales. Les critères athlétiques disparaissent au profit des critères esthétiques. C'est quoi la commitment list? Commitment list? Oui. La commitment list, c'est quand vous faites partie des 20 meilleures joueuses du monde, les directeurs de tournoi choisissent les meilleures joueuses qu'ils veulent avoir dans leur tournoi. Donc ils font, voilà, nous on aimerait avoir Hingis, Davenport. Donc plus il y a de directeurs de tournoi qui les veulent, plus elles seront en haut de la liste, quoi. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le classement ATP, en fait. Classement WTA. WTA pour vous, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un classement sur le look et c'est pas un classement sur les qualités sportives. Aussi sur les ventes de billets, quoi. Ils estiment que Hingis va plus vendre de billets, ou Kournikova va plus vendre de billets que Julie Allard ou que moi. Voilà, donc moi je suis 5e mondiale et sur cette liste je suis 16e, quoi. Sauf quand ils auront vu ça. Peut-être. Là, vous allez être première, là. Peut-être. Si on leur montre le petit bout de magnéto qu'on a vu, puis la couverture du livre, à mon avis. Pourquoi vous n'allez pas sur le cours comme ça? Vous aurez pas numéro 1 de la commitment list. Alors, vous dites donc que le tennis féminin est de plus en plus sexy, hein, c'est ce qu'on vient de dire, et toujours aussi sexiste. C'est-à-dire que les garçons, ça j'ai aussi appris ça en lisant votre bouquin, sont payés 2 fois plus que vous. 2 fois plus sur le circuit en général, oui, mais dans les grands chelems, non, quand même pas tout à fait en guerre. On se rapproche de plus en plus du prize money des garçons, mais c'est pas ça encore. Donc c'est vrai qu'on demande aujourd'hui, on demande les joueuses, on demande d'avoir égalité de prix du moins dans les grands chelems. C'est normal. Parce que le tennis... Le spectacle des femmes est parfois plus intéressant que les hommes. Ça veut dire qu'ils paieraient les hommes à la vitesse de la balle, en fait. Oui, c'est ça, oui. C'est pas juste. Alors que les femmes, elles ont des petites jupettes. Dans les grands chelems, on nous dit, ouais, mais les garçons jouent 5-7,
7 et vous en jouez que 3, mais bon, au niveau auto-télévision, aujourd'hui, on est au-dessus, quoi. Donc, bon. Enfin, en tous les cas, c'est un livre très intéressant que je recommande à nos amis. Donc, c'est chez Plomb, Les dessous du tennis féminin par Nathalie Tauziat. Mathilde Seigné, bonsoir. Bonsoir. Alors Mathilde, jeudi soir, vous avez monté les marches pour la présentation du film Harry, un ami qui vous veut du bien, de Dominique Moll avec Sergi Lopez. C'est un des 4 films français en compétition. Quel effet ça vous a fait, Mathilde, d'être la reine d'un soir à Cannes? Bah, c'est extraordinaire, d'autant plus que jeudi, on a eu une ovation, quoi. Le film a été vraiment, je le dis, la fille prétentieuse, très très applaudie. Non, ça a été incroyable. Je ne sais pas si tous les films sont applaudis comme ça, mais en tout cas, là, pendant un quart d'heure, les gens étaient debout et c'était très très émouvant, quoi, en fait. C'est moi qui disais Cannes, je m'en fous, machin. Ouais. En fait, je suis très contente. C'est vrai que le film est comparé, on dit un petit peu que ça va être comme La vie rêvée des anges pour l'an 2000, c'est vrai? C'est possible, c'est encore mieux, moi, que La vie rêvée des anges, bravo. Je trouve. Mais... Alors c'est vrai que vous, au départ, vous jouiez le jeu de Cannes avec un petit peu de recul, un petit peu de distance, en parlant de la grande foire cannoise, et finalement vous avez été séduite, quoi. Ouais, non mais je râle, et puis après en fait je suis vachement contente, mais là je suis super contente. Un peu fatiguée, mais je suis contente. Quand vous étiez enfant, en fait, vous n'aviez pas du tout rêvé de faire du cinéma, vous vouliez être comédienne de théâtre, vous pensiez que vous n'étiez pas, alors c'est incroyable ça, vous pensiez que vous n'étiez pas assez belle pour faire du cinéma, vous vouliez être chanteuse? Non, je pensais pas exactement ça, je pensais que pour faire du cinéma, il fallait être très jolie, mais parfaite, quoi, genre, mais comme Bardot, tout, des corps parfaits, pas de rien, quoi, sublime. Et en fait, donc voilà, donc je me disais que moi je pouvais pas en faire, mais en fait j'en fais. Bon. Et alors, en fait, vous en faites bien surtout. La fille qui dit en fait tout le temps. Et en fait, ça va quoi, on s'en fout. Enfin, il n'y a pas que des belles quoi. Bien, alors on va parler un petit peu du film. Hein. Ouais, d'accord. Il y a une pub? Oh, je rêve. Alors un ami qui vous fait du bien de Dominique Moll qui avait fait Intimité en 93. Ouais. Oui. Alors c'est un film de genre, hein, c'est un polar. C'est un polar, c'est un film de genre et c'est un film qui renoue un peu, enfin à mes yeux, avec les films de Clouzot. En tout cas, le film, pour moi, a vraiment la qualité des films de Clouzot, des Diaboliques et de tout ça. C'est un peu Clouzot, un peu Chabrol, un peu Melville. Un peu Chabrol, et puis beaucoup Hitchcock aussi, et beaucoup Roman Polanski, et beaucoup tout ça, quoi. Alors c'est l'histoire d'un type qui s'incruste dans la vie d'un couple de jeunes français moyens et puis qui va tuer pour des raisons que je dévoile pas parce qu'il faut voir le film parce que c'est des raisons très étranges quand même. Oui, c'est-à-dire qu'il pousse en fait son copain qu'il retrouve après beaucoup de temps, il le pousse à larguer sa vie banale, à devenir écrivain, c'est ça? Oui, à devenir écrivain parce qu'il écrivait des poèmes quand il était jeune et il le pousse à ça et en fait il le débarrasse, il tue pour faire le bien, il a l'impression qu'il l'aime, quoi. Il tue par amour, il l'aime, et il élimine beaucoup de gens autour de lui en croyant faire le bien. On va faire une interview vérité, on ne bouge pas dans le jingle. Bien. Alors, vous êtes né en 45, vous avez commencé à courir à l'âge de 15 ans, dans des kermesses, et tout de suite... Les amphétamines, hein, dès le début. Pas tout de suite, mais après 2 ans. Les amphétamines. Alors vous dites d'ailleurs quand on prend des amphètes, on voit le mec tout petit comme ça. Hein. Voilà, on se sent Superman. On se sent Superman et le problème c'est quand on a mal calculé son coup, après la descente est difficile. Hein. Voilà. Comme Superman. Comme Superman, voilà. Après on est moyen man, comme dit Palmade. Ouais. Alors après, donc, à 23 ans, vous avez arrêté. Parce que votre père voulait trop vous pousser, c'est ça? Oui, c'est ça. Il croyait que tout le monde pouvait devenir champion. C'est pas le cas, quoi. Il était pharmacien, ton père? Non, pas du tout. Non. Mon oncle. Donc vous devenez chauffeur de car, hein, à ce moment-là. Et vous revenez dans le cyclisme comme soigneur. Comme soigneur. Alors, quand on vous parle du dopage, d'ailleurs, vous dites, est-ce que vous croyez qu'on peut gagner 5 Tours de France à l'eau claire? Non. Alors, au début, c'était les amphètes. Et puis après, ils ont arrêté. À la mort de Simpson en 67, ils ont arrêté les amphétamines. On est plutôt passé du côté des anabolisants, des corticoïdes, tout ça, ouais. Alors vous parlez d'un pharmacien qui habitait à Vascal, comment on dit? Vascal. Vous alliez vous servir chez lui?
passiez par derrière. Voilà, on passait par derrière et c'était notre fournisseur, quoi. Ouais. À l'époque, c'était facile. C'est bien, on apprend que le vélo, c'est pire que tout. Voilà. Ouais, mais ça, c'est à l'époque, il y a 25 ans. Il y a longtemps, parce qu'après, il y a eu le PO, il y a eu les hormones de croissance, tout ça. C'est moins facile, c'est moins facile. Et là, on est crevé, Willy, t'as pas un petit truc parce que... Non, ils m'ont tout pris, c'est tout à Lille. Bon, bah tant pis, il a Lily, rien. t'as pas un truc là? Non. Non. Attends, lui, c'était le meilleur dealer. Dealer, Je vous regarde parce que... Pas dealer, hein, pas dealer. Enfin, vous appelez ça Pas comme dealer. vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez, mais enfin bon. Non, parce que je suis dealer, je suis mal. Hein. Non, pas dealer. Ah oui, à cause du procès. Non, pas dealer, fournisseur de dope. Non, même pas. Non, soigneur. Vous dites d'ailleurs... Transporteur. Vous avez du mal à dire, vous dites, je prépare... Transporteur. Il dit pas, je drogue les coureurs, il dit, je les prépare. Hein? Je les prépare. C'est très difficile de dire moi, si j'avais su ça à l'époque... C'est vrai, c'est très dur. Dopage, non, on le prépare. On le prépare. Si j'avais su, je me serais jamais fait serrer, j'aurais dit que je faisais du vélo, j'étais con. Alors, on n'y a pas pensé à ça. Donc, mais vous dites que les coureurs, ils aiment tellement ça, enfin ils aimaient tellement ça, que vous étiez obligé de tenir les produits par devers vous, parce que sinon ils se mettaient n'importe quoi dans le cul, vous dites. Voilà, il faut faire gaffe, parce que c'est vrai, c'est un produit, surtout le dernier produit qui existe, on se sent tellement bien que, voilà, alors, on pédale dans le beurre, si on peut dire. Un truc comme ça, sérieusement. Pour ma gouverne personnelle. Est-ce que, attendez, là c'est sérieux cette fois, est-ce que les journalistes sportifs le savaient? Est-ce que Robert Chapat le savait? Parce que si tous ces gens-là l'ont su et qu'ils n'ont rien dit pendant 35 ou 40 ou 50 ans, ils sont aussi coupables que vous, Virenque. On doit tout le respect à Robert Chapat parce que... Non, je parle de Robert Chapat parce que les gens l'aiment bien. Non, mais c'est un ancien coureur, donc il sait de quoi il parle. Ouais. Donc... mais c'est la légende, ça. Donc, mais tous les journalistes sportifs, ils sont au courant qu'est-ce qui se passe. Pas vraiment, parce qu'ils sont jamais dans les chambres. Mais pourquoi ils le disent pas, les journalistes sportifs? Pourquoi ils le disent pas? Pourquoi? Moi, j'ai jamais parlé. Non, mais vous, c'est pas pareil, c'est votre boulot, mais eux... Non. Eux, ils étaient là pour parler du Tour de France. C'est leur boulot. Non, mais pourquoi on nous a toujours expliqué que le Tour de France c'était un truc formidable avec des héros qui montaient des montagnes, et un jour on apprend qu'ils sont tous défoncés à mort. C'est formidable, parce que demain on arrête la dope. Hein. La dope, ça sera toujours le même qui sont devant. Hein. En tous les cas, je trouve ça, si vous voulez, pour moi, c'est un petit peu comme la Francisque de Mitterrand. C'est-à-dire que tout le monde le savait, personne n'en a parlé, ou l'amitié de Mitterrand pour Bousquet. Tout le monde le savait, personne n'en a parlé. En lisant vos bouquins, et puis d'autres bouquins, on s'aperçoit que les journalistes sportifs, depuis 50 ans, ils savaient que la Dame Blanche de Gemignani, c'était la coke, et personne n'en parlait. Et je trouve qu'ils font pas leur boulot. C'est tout ce que j'ai à lire. Je ne porte pas de jugement moral. Ils ont peut-être peur de perdre leur boulot, peut-être, en parlant de ça. Parce que moi, c'est pareil. Hein, moi, j'ai commencé à parler. Moi, j'ai fini dans ce milieu. Bah oui, vous êtes fini. Oui. Alors, en 93, vous commencez à bosser pour Festina. Vous allez chercher les flacons à Bordeaux qui arrivent du Portugal. Alors, votre femme, quand même, bon sens des femmes, elle vous dit, vous lui dites, Sylvie, fais de la place dans le frigo. Et elle vous dit, tout ça va mal finir. Donc votre femme, attention toujours. Hein. Et alors bon, vous parlez, évidemment, vous parlez de toutes les dopes qu'on prend. Alors il y a le pot belge. Le pot belge, c'est un mélange assez... Vous connaissez le pot belge? Non, c'est quoi le pot belge? Pot belge, il faut essayer le pot belge. Il y a dedans, hein, c'est la recette du pot belge. C'est ce que prennent les cyclistes. Il y a amphétamine, caféine, antalgique, cocaïne, corticoïne et héroïne. On doit être dans un bel état. Ah ben, c'est un super speedball. J'aurais pas besoin de tout ça, chérie, ce soir. Hein. C'est bien. Alors, dans votre premier livre, vous parlez de la coke. Ils font le championnat... Remarquez, ils sont cinglés, les mecs. Ils font les championnats du monde de cyclisme en Colombie. Que font les mecs? Vous y étiez, vous? J'arrive là-bas, ils achètent un gros paquet en même temps. C'est à cause de l'Institut. Il faut essayer des produits de pays, quoi. Enfin, pourquoi faire les championnats du monde de cyclisme en Colombie quand on sait ce qu'on sait? Non, mais c'était après. C'est arrivé après le championnat du monde. Hein. Alors, le 8 juillet 98, vous vous faites arrêter à la frontière, donc avec des produits dopants, ce qui vaudra une mise en examen. Alors, vous faites arrêter quand même, vous avez 235 doses d'OPO, 82 doses d'hormones de croissance, 60 doses de pentestone. Et là, il a dit que c'était pour sa conso personnelle. Voilà, oui. Plus les corticoïdes et les amphétamines. Bon. Alors d'habitude, quand vous passiez la frontière, tout le monde vous disait « Ouais, salut, comment ça va, Virenque ?» et tout. Et ce jour-là... Ce jour-là, oui, on dirait que j'avais un sentiment... J'étais sur l'autoroute et j'ai dit « Qu'est-ce que je fais? Je passe la frontière sur l'autoroute ou je prends la petite frontière ?» Et le dernier moment, le dernier moment, je quitte la route, je prends la petite route. Et voilà. Et voilà, je vois un monsieur là-bas à gauche, déjà sur le territoire français. Il m'arrête et bonjour monsieur Duvan.
rien à déclarer, je dis non, pas vraiment. Sacrée vie. Et là, c'était foutu. Et là, c'était foutu. Et là, je sentais que c'était un coup monté. Enfin, je ne peux pas le dire, mais j'ai le sentiment. Parce que derrière le buisson à droite de la route, il y avait caché une camionnette avec 6 douaniers. Ils sont sortis de leur camionnette, ils ont ouvert ma voiture, ils ont... Enfin, voilà. Ah, vous avez été balancé, je pense. Ouais. Enfin, on ne peut pas le dire. Ouais. On peut pas le dire. Moi, j'ai le sentiment, oui. L'affaire Festina commence, on va pas la raconter, tout le monde la connaît, l'équipe est exclue, Virenque pleure, les coureurs abandonnent, enfin voilà. Et le tour, ça c'était en 98, le tour 99, vous pensez qu'il y a eu de la défense toujours, oui? Ben, je pense, oui. Ouais. Oui, parce que 99, ouais. c'était soi-disant le tour propre. Ouais. Et ils ont quand même fait le moyenne le plus rapide des distances de tour. Alors, il y a quelque part, il y a peut-être beaucoup de vent, je sais pas. C'est très bien. Alors donc, je disais tout à l'heure, avant de commencer, qu'il y a de la défense et de l'enfance, comme vous l'aviez très bien dit. D'ailleurs, c'est une très belle phrase, Jean-Claude Bailly. Alors, bon, je vais pas votre bouquin, il faut le lire, quoi. Page 43, c'est une mini partouze. Page 108, c'est une bonne partouze, sans capote, avec Carmen. Et page 220, c'est la partouze. Avec Carmen. Non, j'ai expliqué qui est Carmen. Ne pas nous affranchir un peu. Mais attendez, j'arrive. Et page 220, c'est partouze avec le mari consentant. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, mon cher Bruel. Oui, allez. Mon cher Brialy. C'est qui Carmen? Carmen fait partie de ces filles, c'est des groupies, c'est comme dans la politique, c'est comme dans le show business. C'est des filles. C'est des filles qui tournent autour un peu comme les circuits de Formule 1. C'est des filles qui suivent les coureurs. Elle a dit au mari. Voilà, elles adorent les coureurs. Elles vont tourner dans les parkings, autour des camions, comme ça. Et puis à 21h, elles sont dans les chambres d'hôtel. Mais ça, on ne savait pas. Moi, je ne savais pas, franchement. Et à 22h, enfin 21h, elles sont dans les couloirs. Et à 22h, elles sont dans les chambres d'hôtel. Elles sont 22h. Pour l'instant, vous dites. Il y a Carmen et une. Non, il y a plein de filles comme ça. C'est-à-dire que Carmen avec un ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on découvre dans le livre de Villy, là, dans ce bouquin, c'est qu'en fait, en dehors de la défense, il y a le sexe, c'est-à-dire des filles qui veulent se taper des sportifs pour une raison, alors ça, incroyable. Elles fantasment sur les jambes rasées. C'est-à-dire que le fait que... Oui. Pas que ça aussi. Quand elles font une fellation, elles sont parties pour la semaine. Ah oui, vous voulez dire que les avalent Ah oui, il y a du testostérone. Ça aide un peu. Ah oui, c'est vrai, remarquez. Un type ramine. Et ça excite. Ça excite. Ça laisse rêveur. Hein. Et alors, ce que je savais pas, moi je me demandais toujours, non mais j'ai appris des trucs dans son bouquin. Trompe pas de ton siège. Je me demandais toujours, par exemple, pourquoi tout le monde voulait suivre le tour. Chaque année, on vous dit, moi on m'invite, France 2 me dit, on s'occupe du Tour de France, est-ce que tu veux venir? Moi, c'est la première année qu'il m'invite, j'y vais. Chancel, par exemple, tout le temps sur le Tour, Chancel. Non, mais il est toujours sur le Tour. Et j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, dans les étapes, ils font toutes les boîtes échangistes. En fait. Nous, on croyait que c'était le Tour de France. En fait, c'est le Tour des boîtes échangistes de France. Voilà. Donc ça, non, il n'y en a pas partout. Hein, il n'y en a pas partout, évidemment. Il n'y en a pas partout. Hein. L'année au Fignon, il a perdu parce qu'il avait mal au cul, ça n'avait rien à voir avec son nom. Alors, non, ceci étant, Villy, avant on disait toujours, il ne faut pas baiser avant la course. Hein, moi, je me souviens. Ça, on disait il y a 10 ans, les mecs, ils ne couchaient couchaient pas avec leur gonzesse un mois avant la course. Ah non. Oui, il a trouvé des produits. Je me rappelle de Niro dans Raging Bull avant le combat, il ne veut pas. Ouais. Et là, en fait, c'est lui et tout ça. Non, mais c'est pas. S'il y a le Tour de France ou un championnat du monde, c'est autre chose. Les mecs, ils sont quand même pas cons à ce point-là. Mais si ça vient, ça vient. Hein. Pourquoi tu parles? C'est beau le sport. Et alors, il y a d'autres révélations dans votre bouquin. Il y a d'abord que les filles cyclistes se dopent aussi. Oui. Ouais. Et alors pourquoi vous aussi, pas, pour le dopage, il n'y a pas de sexe. Ce qu'on apprend, c'est que les suiveurs, ils se dopent aussi. C'est-à-dire que les mecs de la caravane, ils disent attends, j'ai 1000 bornes à faire en bagnole aujourd'hui. Je vais m'envoyer un 15 mg d'amphète. Tout le monde se dope. Je suis ravi de vous passer, Virginie et Coralie. Coralie, elle pense qu'elle est passée à côté d'une grande carrière. Coralie, voulez-vous mettre au vélo?
Alors, non, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aussi, Willy, plus sérieusement, vous vous êtes défoncé, vous. Bah, bien sûr. Et vous dites maintenant. Mais bien sûr, pourquoi pas. Et Willy, maintenant, il dit. C'est pour ça que je suis content. Il dit maintenant, je peux mettre des chemises à manches courtes. Voilà. C'est vrai, hein. Voilà, maintenant, vous êtes clean, quoi, ouais. Non, mais je suis fier de moi, je me suis en sorti tout seul. Bah, de toute façon, oui, ça, c'est bien, déjà. Je suis content. Oui, déjà, vous avez avec un douanier, quand même. Vous avez décroché avec un douanier, non, bien sûr. Le douanier vous a aidé, c'est vrai. Heureusement, je suis content. Ce que vous dites, vous, en gros, hein, j'abrège, mais en gros, vous dites que bon, on va peut-être trouver un moyen pour voir le PO, c'est ce qui va se passer d'ailleurs maintenant, là, le 20 juin. Ouais. Bon, mais vous dites qu'après, il y a d'autres trucs, de toute façon que les gendarmes vont toujours moins vite que les voleurs, voilà. Que finalement, il y a le PFC, il y a l'hémoglobine réticulée, et que finalement, les mecs, ils auront toujours un tour d'avance parce qu'il y a beaucoup de pognon, donc les mecs, ils trouveront toujours des dopes que les autres ne savent pas découvrir, voilà. Donc c'est drogué pour toujours. J'ai toujours connu ça, hein, sur 30 ans de carrière, on a toujours essayé de trouver autre chose, parce que quand même... alors, ouais, vous dites de toute façon, le jour, il y a une autre solution, évidemment, c'est de contrôler le dopage, mais vous dites ce jour-là, ça sera plus un sport, ça sera un spectacle. Un spectacle, comme aux États-Unis. Ça sera comme le show business. Il y aura dans les Et laboratoires. ça sera peut-être pas plus mal. Hein. C'est dingue. Non, mais c'est vrai, non? Ça sera peut-être pas plus mal, hein, ça sera moins dangereux. Ouais. Bien, Luis Fernandez, la France veut en savoir plus. Interview vérité. Ça va être chaud. Laurent Baffy, mesdames et Je messieurs. vais te déchirer la gueule. Non, pas du tout. Oh, mais pourquoi Je tu me l'ai dis vu ça préparer cette fiche. C'est pas vrai. Parce Non, que je pas l'aime du bien, je le préviens. Alors, non, pas du tout. Louis, en 96, vous déclariez à l'Équipe Magazine « J'attendrai le temps qu'il faudra, mais je suis convaincu que je reviendrai au PSG ». Aujourd'hui, vous regrettez d'être revenu au PSG? Non, je ne regrette pas. C'est quelque part quelque chose que je l'avais pensé, je l'avais imaginé. Peut-être pas si rapidement que ça, parce qu'après avoir passé 4 années comme celle que j'ai passée en Espagne, avoir vécu dans un championnat comme le championnat espagnol, je m'étais donné une année sabbatique un peu dans ce monde qui est un peu un monde et le milieu du football qui a énormément bougé. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Bon, maintenant, le vous ne regrettez pas alors? Non, je ne regrette pas du tout. C'est un club que j'aime et il fait partie de moi. Alors, est-ce que vous vivez la plus mauvaise période de votre carrière d'entraîneur? Non. Non, parce qu'il y a des moments difficiles, tu sais, éventuellement... la télé, ça arrive aussi, hein. Oui, mais dans les 8 années d'entraîneur depuis le début, parfois j'ai eu des moments difficiles et que bon, les gens ne sont pas censés savoir, ne pas connaître. À moi de bien savoir les passer, ces moments-là. Et pourquoi le PSG ne gagne plus, en fait? Pourquoi il ne gagne plus le PSG? Je crois qu'il y a eu, quand on voit un peu la situation du club et on voit un peu ces 10 dernières années, chaque année il y a toujours une période un peu délicate, un peu difficile, et le club a toujours ce mauvais passage, et qu'on n'arrive pas relativement à essayer de trouver la solution à moi, et je pense que personnellement j'ai quelques idées là-dessus. Bien. Alors, lors de la défaite le 10 février à Auxerre, vous avez déclaré que c'est peut-être de la malchance, vous avez parlé de corbeau et de chat noir, et c'est vrai que le 20 février contre le Milan AC, égalisation à la dernière minute, il y a un mauvais sort contre le PSG? Je ne dirais pas qu'il y a un mauvais sort, on peut dire que dans le sport il y a des périodes comme ça, qu'il faut savoir analyser, qu'il faut savoir essayer de comprendre, même si parfois on essaie de se dire, bon, on a trouvé une solution, mais que le football, le sport en général, il n'y a rien d'acquis, et que ça aussi ça fait partie dans le football de ces moments difficiles qu'une équipe peut traverser. Il n'y a pas un mauvais sort, parce que Laurent Ruquier a essayé de désenvoûter le PSG dans son émission mardi dernier. Il l'a presque réussi. Alors. Il a presque réussi, oui. Oui, il l'a presque réussi. Il continue alors? Oui, il l'a presque réussi parce qu'on a fait un bon match face à Milan. Et je dirais plutôt que c'est sur ces matchs-là qu'on travaille un peu pour l'avenir. Alors pour en venir à la Ligue des Champions, compte tenu des performances actuelles de l'équipe, est-ce que vous croyez vraiment que ces 2 victoires en 2 matchs sont possibles? Oui. Oui, tout est possible. Je dirais que quand on voit l'équipe réaliser 2 bons matchs face au Milan AC, en y mettant de la qualité, en y mettant un état d'esprit, on dit que la Coupe d'Europe, c'est un parfum un peu spécial. Les joueurs aiment cette compétition-là. Et ils la jouent parce qu'ils savent que c'est un peu la vitrine. Ça veut dire que ces joueurs-là du PSG, ils se battent que quand c'est des trucs un peu valorisants. On dit que la Ligue des Champions, ça les excite plus, la Ligue des Champions. Ça transcende, ça motive, c'est quelque part, c'est regardé dans le monde entier. Et on a tous envie de gagner la Ligue des Champions. La Coupe d'Europe, c'est un des objectifs. Bon, c'est peut-être pas celui du PSG cette année,
c'était peut-être d'arriver en quart de finale. Alors, il faut éventuellement y penser. Vous avez gagné une fois à la Corogne, contre la Corogne avec le PSG, de toute façon. C'est pour ça que vous dites on peut y arriver. On peut y arriver. Non, c'est pas ce que j'ai gagné là-bas, c'est que je crois que l'effectif ou l'équipe, en réalisant ce qu'elle a réalisé ces derniers temps, elle est capable de gagner à la Corogne. Est-ce qu'ils ne sont pas trop payés, trop gâtés, les joueurs du PSG aujourd'hui? Je ne dirais pas, je le dirais pas comme ça. Je dirais que le football, depuis la loi Bosman, depuis ces changements, ces derniers temps, il y a un bouleversement des données et il faudrait s'y pencher. Mais bon, ce sont des artistes, des garçons qui essayent de faire le mieux possible. Si on dit qu'on est trop payé dans le milieu du football, je dirais que dans d'autres professions aussi, on est trop payé réellement. Mais regarde comme il est expressif, regarde-le. Bien. Pourquoi vous changez si souvent, Louis, la formation de l'équipe? Je comprends pas, moi. Il y a quand même énormément de compétition. Quand tu as un effectif, surtout quand on a un comme celui que tu as au Paris Saint-Germain, tu as 20-25 joueurs qui sont relativement où il y a de la qualité, tu es obligé de faire un turnover. L'entraîneur nantais, Reynald Denwex, le disait il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, il est deuxième du championnat avec des options de gagner la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, il est en Coupe d'Europe et il est en championnat. Alors, il est dans le vrai. Et je pense aussi, comme lui, que quand tu as beaucoup de compétition, il faut aussi penser à faire tourner un peu ton effectif. Alors, quand tu gagnes, personne n'en parle. Et quand tu perds, tout le monde te reproche il y a beaucoup de changements, ça change. Alors quand on te parle maintenant, on va te dire aussi sur la tactique. Tu changes souvent de système tactique. Tu joues avec 3, avec 4, avec 5. Les joueurs sont un peu perdus. Mais ils sont censés être professionnels. Aussi, le joueur doit s'adapter à toutes les situations. Parce qu'un entraîneur doit s'adapter. Si contre le Milan AC, je m'aperçois que je joue dans un système et que ça se passe mal, à moi d'interpréter le jeu, à moi de changer, et le joueur est capable d'analyser qu'il faut changer. Et le joueur a su le faire face à Milan AC. Alors c'est pour ça qu'en ce moment on rentre un peu dans ces systèmes et les médias veulent savoir aussi. Quand je le vois à la télé, sur le banc de touche, c'est un vrai spectacle que de le voir. Et parce qu'en tout cas, il est investi, son match, il vit son match, il a l'air sincère dans ce qu'il fait. Mais là, l'image qu'on a vue tout à l'heure, là, c'était magnifique, là, le visage détruit par le barbare. Je suis détruit, ça me fait mal pour les joueurs, parce qu'ils ne le méritent pas. Ils ne méritent pas de prendre un but comme ça à la minute. Quand on voit ce qu'ils ont réalisé durant 90, autant je peux être déçu après le match de Guingamp, de la deuxième mi-temps lorsqu'on perd 3-1 à la maison. Je peux être déçu parce que le comportement, peut-être il y a eu un relâchement. Mais après un match nul comme celui face au Milan, quand on prend un but comme ça, mettez-vous à la place d'eux. Pour le PSG, un match nul en ce moment, c'est bon à prendre. Oui, parce que j'ai vu quelque part tous les soirs quand il commence, il dit encore un jour sans que le PSG ait gagné. C'est dur. Alors, pourquoi vous n'obligez pas Anelka à parler à la presse? Les médias se sont acharnés un peu sur Nicolas. Je voudrais dire que Nicolas, c'est quand on le connaît bien, quand on le voit vivre au sein d'un groupe. C'est quelqu'un de très... il est charmant, il est sympa. Et en plus de ça, Thierry, je te dirais aussi... C'est le pognon qui prend, c'est ça qui... Ah oui, mais alors justement, contrairement à ça, quand il va en Espagne et qu'il fait un contrat de 7 ans, il n'a pas à y revenir un an après au Paris Saint-Germain parce qu'il peut rester 7 ans là-bas et éventuellement il peut se mettre vraiment tranquillement jusqu'à la fin de ses jours pour te dire ce qu'il a laissé là-bas pour revenir jouer en France. C'est dingue ce qu'ils gagnent d'ailleurs, les footballeurs, c'est vrai. Plus que les artistes, non? Oh, je pense moins. Moins? Oui, je pense. Vous avez une carrière beaucoup plus longue. La nôtre est très courte. C'est des carrières qui sont sur combien de temps? Sur une dizaine d'années. Mais on n'en gagne que pendant 5-6 ans. Sinon, les 5 premières années, tu ne gagnes presque rien. Ils sont très starifiés, il y en a qui sont très... Mais dites-moi, l'année prochaine, si vous n'êtes pas en Coupe d'Europe, vous allez garder Anelka quand même? Oui. Ah bon? Non, il fait partie de ces garçons sur lesquels on compte. Je crois que... C'est bien, il a du pot, lui. Non, Paris, c'est quand même un grand club, quand même. Le Paris Saint-Germain, c'est un club qui fait rêver. Un club qui, en Europe, quand on parle du Paris Saint-Germain en Espagne, c'est un club qui aspire à être hyper considéré. En Espagne, il y a une bonne cote, le PSG. Une bonne cote. Non, c'est... En France, non, mais c'est plus connu, non? Pourquoi en France? Non, le PSG, c'est très connu. Pourquoi en France? Non, mais je t'allume, Louis. Je sais pas méchant. J'accepte, moi, il n'y a pas de problème. Bien, est-ce que Laurent Perper est compétent comme président? Très compétent, contrairement à ce que l'on peut dire. Est-ce que Perper, il est meilleur que Denisot comme président? Je ne dirais pas comme ça, je dirais qu'il est différent, il a sa méthode. Perper est quand même quelqu'un qui laisse travailler son entraîneur et qui le laisse faire ce qu'il a à faire et qu'il me laisse travailler tranquillement. Alors les supporters, ils sont pas contents, hein? Oui, je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Ils sont pas contents, ils ont fait une banderole avec www.équipedemerde.fr. Oui, mais bon, ça c'est un peu et puis les résultats. Sur la route du camp des loges, ils ont écrit... Depuis quelques temps, on les a un peu... Ils ont écrit bande d'incapables. Oui, mais bon, les 3 derniers matchs, et puis ils sont allés balancer du Danel sur la voiture de Perper aussi. Oui, mais... à cause d'Anelka qui prend aussi là sur Danel. Oui, mais le président Perper
est venu les rencontrer. J'ai vu la rencontre des supporters, ce qui n'est réellement, tu sais, souvent il y en a qui se cachent et qui restent chez eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le président? On était ensemble, on s'est retrouvés avec 300-400 supporters, on leur a expliqué, on leur a donné des raisons que la situation n'était pas au mieux. C'est normal qu'ils soient déçus, mais il faut qu'on reste solidaires. Il faut qu'on reste unis pour s'en sortir. Un taux de suicide de 13% parmi les supporters, donc il faudrait quand même verrouiller l'histoire maintenant. On verra bien. Didier, interview vérité. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. Alors, donc, on va parler de vous maintenant très sérieusement, après ce préambule sur la Chine et les romancières chinoises. Vous avez 28 ans, vous êtes issu d'un milieu aisé, fille de professeur d'université, et vous-même, vous êtes diplômé de littérature à la prestigieuse université de Fudan, à Shanghai. Alors, le premier scandale que vous avez fait en Chine, c'est quand vous avez sorti votre premier bouquin qui s'appelait Les cris perçants du papillon. Vous aviez fait un happening où vous exposiez 7 slips blancs, où il y avait une nouvelle écrite sur les slips et votre photo comme signature. C'est vrai, c'est ça? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Ça fait un scandale là-bas, ça, non? 好像是这样子的，然后 oui. 所有的中国男人都害怕我，但他们觉得我又受了诱惑。但是 depuis ce moment-là, les hommes chinois ont peur de moi, tandis que les femmes chinoises, je pense qu'elles sont contentes de ce que j'ai dit parce que je sers en quelque sorte à leur porte-parole. Voilà. Une sorte de Virginie Despentes chinoise, vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Moi j'essaye de ne pas lire les sous-titres en même temps. Bien, alors ce bouquin là, Shanghai Baby, donc, c'est l'histoire de Coco, parce qu'ils prennent des noms comme ça, c'est mode de prendre des noms Coco comme Coco Chanel. Elle a une copine qui s'appelle Madonna, donc voilà, c'est mode là-bas, voilà. Oh, la chanteuse? Ouais. Bien. Juste d'avis. Donc Coco a 25 ans, elle vit à Shanghai, et elle partage sa vie entre Tian Tian, qui est un jeune chinois, qui est impuissant, on peut dire le pauvre, il est junkie, donc quand on est junkie, de toute façon on est impuissant, même si on n'est pas impuissant. Donc ça c'est Tian Tian, qui l'aime beaucoup, qui l'idolâtre. Et puis Marc, qui est un Allemand, et qui a un énorme sexe. Sexe de 2 mètres. Pas 2 mètres, mais avec qui elle baise assez frénétiquement. Coco, l'héroïne. C'est autobiographique? C'est plutôt une espèce de semi-autographie, autobiographie, bibliographie, pardon. D'accord. C'est pas si grand que ça, Marc. C'est un Laurent Ruquier. Bravo les valeurs Ruquier. Bien. Donc, effectivement, le livre a été censuré, ça a fait scandale, parce qu'effectivement, les Chinois souvent ça arrive, les Chinois ne sont pas satisfaites. Et avec les étrangers, elles connaissent un plaisir peut-être un petit peu supérieur. Enfin, tout le monde le sait, vous dites vous-même, tout le monde le sait là-bas, mais il ne faut pas le dire, encore moins l'écrire. Voilà. Donc elle a un peu mis les pieds dans le plat. Parce que d'après les traditions chinoises, on peut faire certaines choses, mais on ne peut pas en parler. Ouais. Je pense que ça fait partie de nos traditions orientales. Voilà. Donc se taper des Allemands avec un sexe énorme, c'est possible, mais il ne faut pas le dire et pas l'écrire. Voilà. Chez nous, c'est le contraire. Alors, page 323, alors cet Allemand l'a fait fantasmer. Parce qu'elle voit, alors que le mec, il est marié avec une écolo, qui s'occupe de la protection de l'environnement, il n'a rien d'un nazi, l'Allemand. Hein. Mais elle fantasme quand même sur le côté un peu... page 323, les femmes aiment avoir dans leur lit des fascistes dont les bottes de cuir résonnent à leur oreille. Ça fait un peu trip cuir, tu vois, c'est un peu SM. Un peu SM PD cuir, non? Ah oui, je pense qu'il ne faudrait pas mal comprendre ce que j'appelais fasciste, parce que, bon, je pense que pour les femmes, elles ont leur propre fantasme. Certaines désirent même faire l'amour avec leur père. Déjà, page 80, ça commence. J'imagine les yeux germaniques, bleus cruels et féroces. Ça ne vous excite pas, vous? Non, pas franchement. Qu'il aurait s'il était en costume nazi, avec des bottes et un manteau de cuir. Ah non. Ah oui, c'est un... Mais ça va cartonner en Allemagne. Ça peut cartonner, oui. Ils n'ont pas eu la même chose que nous avec eux. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu la même chose que nous dans les années 40, donc pour eux c'est un peu plus lointain. Ça reste le folklore. Oui, voilà. Alors, cet Allemand, donc, comme je l'ai dit, a un organe impressionnant. Et alors elle, l'héroïne Coco,
Ça la fait crier de douleur. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, Coco se trouve dans une situation délicate entre le désir et la souffrance. Voilà. Alors que toutes les femmes cherchent à les combiner ensemble. Exactement. Donc elle continue malgré la taille du sexe. Et la phrase c'est « J'ouvre les yeux avec un mélange de haine et d'amour dans le regard ». Ah, c'est chaud, hein. Très très chaud. Du mal à... Ça marche sur toi. Moi, il y a plein de trucs qui marchent sur moi. Bien. Alors, non, puis il y a des scènes terribles. À un moment, elle téléphone, enfin pas vous, mais l'héroïne Coco, elle téléphone à Tian Tian, donc le pauvre qui est junk, donc il est impuissant évidemment. Et pendant ce temps, Marc lèche son sexe à travers sa petite culotte. Ah ben voilà, on y arrive. Jusqu'à là, je me disais, qu'est-ce qu'il a, tu vois. C'est bien la littérature chinoise d'aujourd'hui. Non, mais là, ça y est, là, ouais, on est dedans, là. Je voudrais savoir si les hommes français, ça leur arrive de lécher leurs femmes. Ah bah, moi j'ai jamais fait l'amour personnellement, donc ça c'est des trucs. J'espère un jour y arriver à ça, mais non, ça on n'a jamais fait ça. À travers la culotte, c'est vrai que bon, c'est un peu. Il va falloir nous filer le bouquin. Ah non mais attends, c'est pour ça qu'il y en a 3 exemplaires en même temps, Olivier. Bien, bon, enfin, à la fin, page 306, j'en resterai là parce que sinon après ça devient. Là, la tension monte. Oui, je sais, c'est pour ça. Marc part. Marc. Part. Ouais. Et définitivement. Attendez, comment vous savez ça? Bah parce que ça peut pas durer une histoire comme ça, c'est impossible. Tian Tian il meurt. Bah évidemment, lui aussi, le pauvre de chagrin. Mais pourquoi? Un peu comme tu, j'étais pas là. Oui, bien sûr. On a déjà fait des émissions ensemble. Bah déjà. Quoi? C'est pas moi. Bien. Alors, les réactions en Chine, le livre pilonné, donc détruit, complètement détruit. Et puis alors poursuivi, vous avez été poursuivi par des fous qui voulaient absolument venger l'affront fait à l'honneur national. Parce que bien évidemment, les Chinois, lire ça, tu vois, ça les fait pas marrer. Pas là-bas, hein. Mais alors là, elle est obligée de rester, de quitter la Chine, obligée de... Vous restez en France? Vous restez en France? Vous avez non, je n'ai pas l'intention de rester en France. Ah bon? Enfin, plutôt, je ne sais pas encore, mais j'ai entendu dire qu'il y a aussi un écrivain franco-chinois qui s'appelle Ko Xingtian, qui est un grand écrivain. Ouais. Ah oui, il a eu le prix Nobel, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai obtenu, il m'a offert un livre et moi, j'ai fait pareillement. Ah mais ça va lui faire du bien parce qu'il habite. Ouais. Il habite dans une tour en banlieue, là ça va le faire marrer d'avoir votre bouquin, ça va lui changer les idées. Shanghai Baby, ouais, mesdames, messieurs. Je vous parle souvent ici de Michael Blanc qui est condamné à perpétuité à la prison à Bali pour détention de cabanisme. Et vous êtes nombreux à aller visiter son site pour l'aider. Ce soir, voici... Voici le père de Michael Blanc. Jean-Claude Blanc, bonsoir. Bonsoir. Ben, heureux de vous voir. On aimerait bien voir votre fils, mais on espère que ça viendra bientôt, en tous les cas. Quelles sont les dernières nouvelles de Michael? C'est toujours statu quo. Statu quo. La situation judiciaire actuelle, c'est le recours en cassation, c'est ça? Ouais. C'est prévu pour quand? Date butoir, ce serait le 1er mai. Le 1er mai. Hélène, votre femme, est là-bas? Oui. Et vous, ici, vous coordonnez... le comité. Le comité de soutien. On va parler de tout ça. Interview vérité. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, vous êtes artisan, hein, oui. En Haute-Savoie, votre épouse était employée comptable. Vous n'avez pas les moyens financiers inépuisables, donc c'est vrai que ça va être très compliqué pour vous en ce moment d'organiser la défense et la sortie de votre fils. Alors lui, Michael, un CAP de cuisinier, puis il a travaillé dans divers restaurants en Suisse, en Belgique. Et en 95, il a besoin d'évasion. Il est parti en Malaisie. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez eu peur de ça, quand il est parti, qu'il vous a dit « je pars en Asie », quand même l'Asie, c'est inquiétant un peu quand même.
Non, pas spécialement. Il est parti tout d'abord en Inde. Ouais. Et après en Malaisie. Donc il a travaillé un moment en Malaisie, puis à Bali. Ouais. Alors Bali, il faut dire aujourd'hui ce que c'est devenu, parce que c'est vrai qu'on a une image de Bali. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de Saint-Tropez, Bali. Hein. C'est la jet set, Mick Jagger, Belmondo, Marc Lavoine, Jean-Luc Delarue, Ophélie Winter. Alors c'est des hôtels de luxe, des bungalows, beaucoup de cam, et pas seulement du cabanis. Donc il faut savoir ce que c'est devenu aujourd'hui. Hein. Lui, il arrive là-bas, Michael, il travaille sur des chantiers de bateaux de plaisance, et puis il monte un magasin de vêtements. Vous aviez des nouvelles régulièrement de lui? Oui, pas spécialement, mais bon, une fois par mois, oui. Une fois par mois? Oui. Et puis il fait des voyages pour approvisionner son magasin de vêtements, et un jour il part en Inde. Alors là, il y a les versions divergent un peu, parce que il y a le fait qu'il soit parti en Inde pour acheter des vêtements, pour approvisionner son magasin, et puis il y a une autre version qui dit qu'il est parti faire de la moto en Inde. La vraie version, c'est quoi, enfin, d'après vous? Ben, en fait, je pense qu'il était parti chercher des vêtements, et puis comme ça se passe dans ces pays-là, on doit sortir du pays pour le visa, pour refaire les visas, donc il était parti en Inde, et il en a profité pour faire un tour dans le sud de l'Inde. Voilà. Et en revenant, donc, il a pris un équipement de plongée complet, qu'un ami lui a remis. Un ami, c'est ce dénommé Philippe, donc, qui est franco-israélien, qui lui dit: est-ce que tu peux emporter ces bouteilles de plongée à Bali? Est-ce que c'était vraiment un ami, ou est-ce que c'était une rencontre de voyage? C'est une connaissance, je pense, comme ça se passe dans tous ces pays-là. On rencontre quelqu'un qu'on connaît par son prénom, mais on ne connaît pas vraiment, mais ça devient vite un ami. Donc il lui a fait confiance, et voilà, il lui a ramené son matériel. Et donc le matériel était complet, et donc 2 bouteilles de plongée qui renfermaient soi-disant de la drogue. Voilà, donc il y avait à l'intérieur, la douane a passé les bouteilles de plongée au rayon X, ils ont trouvé 189 boulettes et 178 petits paquets de hashish, donc au total ça fait 3,8 kg. Alors effectivement, bon, la question se pose, ça ne change rien à la situation. Est-ce qu'il a été piégé par un escroc, ou est-ce que lui, il a vu là-dedans un trafic juteux pour se faire un peu d'argent? Je veux dire, c'est pas non plus extrêmement criminel. Pour nous, Michael est innocent. En fait, il s'est fait piéger, mais il faudrait savoir à qui profite le crime. Ouais. Voilà. Donc, alors, lui dit qu'il n'a pas assisté à la fouille. C'est-à-dire que lui, il dit déjà, de toute façon, moi, on me dit qu'il y avait du hashish dans les bouteilles. Moi, j'ai pas assisté au moment où on a sorti le hashish des bouteilles. Donc déjà, lui, il n'est pas témoin de ce dont on l'accuse, en tous les cas. En fait, il n'était pas encore passé à la douane. Il avait 2 sacs. Un était complètement détruit. L'autre contenait le matériel, avait une croix dessus. Dès qu'il a saisi le sac, 2 douaniers l'ont attrapé. Et il n'avait encore pas passé la douane. On lui a dit: il y a quelque chose dans les bouteilles. Et ça a duré plusieurs heures. Il a voulu dévisser les bouteilles. On lui a dit: non, ils ont embarqué les bouteilles, parce qu'en regardant à travers les bouteilles, on peut voir quand même. Par le trou, on peut voir. Mais non, ils ont percé, soi-disant, la bouteille, scié après. Alors, ce Philippe qui lui avait confié ces bouteilles, il n'a jamais été recherché finalement, on ne sait pas où il est. Vous n'avez pas eu l'idée, excusez-moi, mais l'idée d'engager un détective privé pour le retrouver? Oui, vous y avez pensé? Ben, je pense que ça serait facile de le retrouver, mais ça ne les intéresse pas du tout. Ça ne les intéresse pas, les Balinais, les Indonésiens, oui. Ils ont attrapé quelqu'un, ça suffit. Le 28 décembre 1999, votre femme, Hélène, reçoit un fax du consul de France à Denpasar, donc qui est la capitale de Bali. Et elle laisse passer les fêtes avant de vous prévenir, parce que je crois que vous êtes séparés, non? Oui. Elle était tellement choquée, c'est ça? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. On a reçu un fax, oui, ça devait être le 28. Donc, elle avait eu le coup de téléphone avant, elle n'a pas osé me le dire, je ne sais pas. Alors lui, il se retrouve en garde à vue, Michael, donc à Bali, 27 par cellule, sans eau ni toilette. Des fois, on amène des gens qui ont été blessés par balle. Enfin bon, c'est ces pays-là, hein, il est là au milieu du sang, il n'a pas le droit de faire de promenade. Et il y a un premier procès où là les avocats... Votre femme a assisté au premier procès? Oui. Alors quand elle arrive là-bas, elle voit le prétoire, quoi, la salle du tribunal, les avocats commis d'office qui sont assoupis, le juge qui dort et le procureur qui réclame la peine de mort. C'est Kafka, quoi. Depuis le début, il n'a pas eu de traducteur, en fait. Il y a un traducteur commis d'office, mais qui ne parle absolument pas le français. Oui, l'interprète est incompréhensible, en plus, oui. Là-bas, c'est la peine de mort aussi. Oui.
comme en Thaïlande, comme en Malaisie. Oui, parce que là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis est assimilé, le hashish est assimilé à une drogue dure. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme trafic d'héroïne ou trafic de cocaïne. Donc, il n'y a pas un soutien des autorités françaises par rapport justement, c'est que les autorités françaises, il y a un consul de France là-bas, on peut le dire, qui ne se bouge pas tellement, quoi. C'est un consul honoraire. Voilà. Oui, c'est ça, c'est un consul honoraire, c'est-à-dire il fait d'autres choses, j'imagine. On ne fait pas que ça quand on est consul honoraire, on a d'autres activités, oui. Alors, le procureur réclame la peine de mort pour ça, quoi donc. Le verdict, en fait, est transformé par le juge, ça devient perpétuité. Voilà. Enfin, perpétuité, quand même, c'est beaucoup. Et même les balinés sont surpris. Même les gens là-bas, ils disent, c'est quand même bizarre, quoi, parce que ils disent l'Indonésie veut faire un exemple, c'est ça, sûrement. Voilà. C'est pour ça, je vous dis, à qui profite le crime. Ouais. Ils veulent montrer... Ils veulent s'en servir. Voilà, les Américains leur disent lutter contre la drogue, donc ils disent, voilà, on va montrer qu'on lutte, de temps en temps ils en prennent un comme ça, et puis ils le condamnent à mort, et quand c'est pas à mort, c'est à perpétuité. C'est l'histoire de cette jeune fille en Malaisie qui était condamnée à mort, c'est le même topo. C'est l'histoire de Midnight Express, hein, l'histoire de Michael. Hein. À Paris, le ministère des Affaires étrangères fait pas grand-chose, hein. Il se bouge pas tellement. Et alors, quand on voit ce qui se passe là-bas, par exemple, un colonel indonésien, pour comparer, hein, qui a décapité 2 commerçants chinois qui l'avaient volé, ben, il prend 3 ans. Un baliné qui avait violé et tué une fillette, il prend 4 ans. Donc tu vois la différence. Et lui, pour 3,8 kg de shit, il prend un perpète, quoi. Et dernièrement, une personne s'est fait arrêter avec 165 kg de hashish. Ouais. Il a eu 15 ans. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. 60 petites capsules d'ecstasy, c'est 4 ans. Oui. Tuer une personne, c'est 1 an et demi. Voilà. C'est bien dangereux d'aller en vacances là-bas. Bah oui, c'est ce qu'il faudrait leur dire. C'est ça. Là, la France, pour le moment, enfin je sais pas, vous allez nous le dire, mais le gouvernement français, enfin l'État français a fait quoi? C'est-à-dire que pendant qu'il y a le procès, c'est une ingérence. Ouais. Donc ils ne peuvent pas trop agir, mais bon, ils suivent quand même l'affaire. Ouais, bah on leur demande en tous les cas, on les lâchera pas, je l'ai déjà dit. Donc vous, en plus, vous n'avez pas les moyens de payer la rançon, parce que des fois, ça peut s'arranger. Par exemple, si donnez 1 million de francs, on est à peu près sûr que si vous donniez 1 million de francs, ben, il prendrait que 10 ans. Parce qu'il quand même, enfin, ça reste à la fois cher et long. Enfin, disons que ça serait une façon de le faire sortir. Généralement, les gens qui se font choper là-bas, c'est arrivé à des types du Sentier qui se sont fait arrêter l'année dernière là-bas, ils ont donné 150 000 balles, 300 000 balles, ils sont repartis tout de suite. Voilà. Et vous, le million, vous ne l'avez pas, de toute façon. Donc, voilà. Alors, il y a eu un deuxième procès, encore pire que le premier, parce que le premier, déjà, c'était pas terrible, avec le juge qui dormait. Le deuxième procès, c'est l'appel, donc, c'est passé à huis clos. Alors là, ils ont appris que le procès avait eu lieu. C'est-à-dire que là, si tu veux, c'est pire que tout. C'est-à-dire que tout le monde a appris que le procès avait eu lieu à huis clos et que la peine de perpétuité avait été confirmée, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, il reste la cassation. Là, c'est en train de se préparer. Oui, on a un petit peu peur que ça se passe comme l'appel. Ouais. Donc, on ne nous avertisse pas. Mais en fait, le procureur demande toujours la peine de mort. Toujours la peine de mort. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vais bientôt au Vietnam. Non, mais on est tout à fait prêt à vous aider, dites-nous. Non, mais le truc, s'il y a une rançon d'1 million de francs à la rigueur, si l'argent pouvait le libérer, mais si c'est l'argent, 1 million de francs, c'est encore 10 ans. On nous avait demandé, enfin, on a entendu parler d'1,4 million pour descendre de la peine de mort à la prison à vie. Donc, on a refusé de passer, de faire ça. Et puis, donc, c'est déjà descendu. Mais si on leur propose de l'argent, ils vont dire, bon, ils en ont, on va descendre un petit peu et on va recommencer, quoi. Donc, à part la pression médiatique que les médias peuvent faire sur le gouvernement, c'est le plus important. Ouais. Voilà. Mais le gouvernement français ne réagit pas plus? Le problème, c'est que c'est des gens, excusez-moi, mais c'est des gens un peu susceptibles, hein. Donc si on intervient, ils vont dire c'est l'impérialisme, non plus américain ce coup-ci, mais français. Ils interviennent dans nos affaires. On est un pays, voilà, on est un pays souverain, l'Indonésie. Donc les Français viennent nous expliquer comment il faut juger les gens. Ils ont qu'à s'occuper des problèmes qu'il y a chez eux, etc. Donc il ne faut pas non plus les énerver. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement fasse pression sans pour autant les énerver, parce qu'après on peut plus rien faire. La question, c'est comment leur faire plaisir pour qu'ils le lâchent, quoi. Oui. C'est vrai. Parce que même là, si c'est l'argent encore, mais je pense... l'argent, ils demanderont toujours plus et ça n'a pas de fin, de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut faire, Jean-Claude? C'est très difficile. Je pense qu'il n'y a que la politique qui puisse faire quelque chose. Parce que là, on s'aperçoit qu'il est vraiment otage et on ne sait pas qui est-ce que ça peut arranger le cas de Michael, mais
c'est vrai qu'on est un peu sceptique. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est aller sur le site internet pour se renseigner. Voilà. Beaucoup de gens y vont, hein, je pense déjà. On a près, pour se renseigner. Près de 200 000, l'adresse du site internet, elle s'écrit sur l'écran pendant que je le dis. C'est magique, c'est la télévision. On est à près de 200 000 connexions. Donc ça représente à peu près 1700 connexions par jour depuis 2 mois. Le problème, c'est que au niveau politique, ils ont des ennuis aussi. Donc ils n'osent pas trop bouger. Ou on sent que suivant les partis, on peut se servir de Michael. Vous avez besoin d'argent? Bien sûr. Hein, voilà, on va s'organiser. Je crois qu'il y a un CCP, il y a quelque chose où on peut... Oui, il y a un compte bancaire qui est ouvert au nom de Michael. Donc, qui est sur le net aussi. Bien. Donc on peut voir tout ça. Bien, ben voilà. C'est comme ça qu'on peut aider. Déjà, c'est en donnant de l'argent pour qu'il y ait des bons avocats, des bons interprètes, et puis peut-être pour payer une rançon. Merci, Monsieur Blanc. C'est moi qui vous remercie. À la fin de sa vie, dans les dernières années de sa vie, François Mitterrand avait un bon copain. C'est Georges-Marc Benamou. Georges-Marc Benamou, bonsoir. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, j'étais très copain avec François Mitterrand. Je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin... C'était son confident. Disons qu'on dit ça, oui. C'était ça. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça. Bien. Vous publiez chez Plomb un livre qui s'appelle « Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez ». Vous savez comment on fait, Georges-Marc? Je ne le fais pas pour moi. Si, on le fait pour soi d'habitude. Non, mais je vous le dis. Vous faites. Les autres le font par politesse, n'est-ce pas? Faites-le, hein, je surveille. Bien sûr, même les gangsters rappeurs le font. Et eux le font alors. Bon, alors, quand vous lisez le rapport Gabriel de Jean d'Ormesson, où François Mitterrand parle à Jean d'Ormesson du lobby juif, vous savez que c'est vrai puisqu'il vous l'avait dit. Il a employé ce mot-là. Je le raconte dans ce livre, dans une conversation qui se situe environ 15 jours avant la conversation avec Jean d'Ormesson. Mais je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qui en a été faite. On ne peut pas en conclure que Mitterrand était antisémite. On va en parler. Interdit vérité. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bah oui, le titre « Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez » fait référence à un repas au restaurant La Marée à Paris dans le 17e. Vous êtes avec François Mitterrand, Daniel Mitterrand, qui y a d'autres? D'autres personnes que je n'ai pas envie de citer. Bien. Alors, à une table à côté, il y a Papon, Maurice Papon, donc. Qui ne dîne pas avec nous. Qui ne dîne pas avec vous. Vous dites comme ça, vous apercevez Papon au fond de la salle et vous dites et dire que ce salaud dîne en ville. Pas de réponse de Mitterrand, pas de réponse de sa femme. Et dire qu'il a mis le même zèle à mettre des déportés dans des trains à Bordeaux que pour faire jeter des Algériens dans la Seine en 61. C'est vrai, hein? Silence. Bien sûr que c'est vrai. Silence. Vous rajoutez, heureusement qu'il sera bientôt jugé. Et là, Danielle Mitterrand, évidemment, elle se coupe un peu, elle est un peu naïve. Elle dit devant vous, elle dit à Mitterrand, mais Papon, il était très sympa avec toi du temps de l'Observatoire. Donc lui, il la fusille du regard, évidemment, parce que il dit quand même, elle est gaffeuse, maman. Et là, il se retourne vers vous avec un air terrible et il vous dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez, jeune homme. Et donc, comme vous le racontez, avec beaucoup de mépris, vous dit ça, la mitraille commence. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit ce qu'il a longtemps, souvent répété, 50 ans après, on ne peut pas comprendre. 50 ans après, on ne peut pas tirer un vieillard de son lit, c'est ce qu'il disait dans cette scène, et aller le traîner en justice. C'est sa réticence à vouloir ouvrir les placards de l'histoire. Il dit, bon, on a fait l'épuration, elle a été bien faite, elle a été trop faite, elle a été mal faite, ne réouvrons pas les plaies du passé. Alors ça peut être une position de chef d'État. Est-ce que c'est la position de notre génération? Je ne crois pas. Mais finalement, tout le monde a dit ça. Et le général de Gaulle, le premier... De Gaulle, il a laissé Papon en place, puisqu'en 61...
quand il jette des Arabes dans la Seine, par définition, c'était De Gaulle le président de la République. Oui, enfin, c'est plus compliqué. Il le laisse en place à la Libération, d'ailleurs, indiscutablement, parce que finalement, De Gaulle préférait avoir des bons préfets ou sous-préfets vichistes que des communistes ou des résistants aux commandes. Ils étaient trop dangereux. On les expédiera en Indochine, d'ailleurs, ceux-là. Donc on laisse en place la France de Vichy, contrairement à ce qu'on pense. On fusille quelques stars, on emprisonne Guitry, etc. Mais l'essentiel des élites qui a été à Vichy, c'est pour ça que le procès fait à Mitterrand est assez injuste, parce qu'il est parmi d'autres, et c'est plutôt moins mal tenu que les autres. Mais l'essentiel de la France était à Vichy. C'est ce que j'appelle l'Atlantide dans mon livre. Formidable concept, on va y venir. Alors, je veux rester sur ce dîner, parce qu'à la fin de ce dîner, quand Papon s'en va du restaurant, il fait un signe discret à Mitterrand. Et c'est ça qui vous a... Là, vous comprenez d'un seul coup la connivence qu'il y a entre ces anciens de Vichy, d'une certaine façon. Il y a un monde, oui, c'est le concept de l'Atlantide, il y a un monde disparu. À Vichy, le 10 juillet 40, se précipite toute la France, les administrations, ce qu'il en reste, l'inspection des finances. L'inspection des finances, on parle aujourd'hui des inspecteurs des finances, mais la vraie naissance au pouvoir de l'inspection des finances, c'est Vichy. La préfectorale, l'armée, en fait, tout ça a été à Vichy. Alors, à l'intérieur de Vichy, il y avait des familles. Le concept de Mitterrand, et qu'il emploie, cette expression qu'il emploie pour la première fois lors de ce dîner, il y avait deux catégories à Vichy. Les mal embarqués, bien arrivés. Mitterrand était, disait-il, un mal embarqué bien arrivé dans un accent de vérité. Bien arrivé en 43. Et puis, les mal embarqués, mal arrivés, ceux-là avaient été peut-être ou moins malins, ou moins moraux, ou moins courageux. Mais finalement, c'est la bourgeoisie qui sauve les meubles, quoi. Les soudards de la collaboration, ils vont crever, quoi. C'est assez singulier. Les bourgeois s'en tirent. Donc votre concept d'Atlantide, c'est formidable. Merci. Non, mais c'est vrai, parce que c'est exactement ça. Et Mitterrand, vous le découvrez d'un seul coup comme la figure centrale d'un réseau d'anciens vichistes auxquels il rend des services. Attendez, non, il faut être précis. C'est pas la figure centrale d'un réseau d'anciens vichistes. Il y a une souche politique qui est à Vichy et qui est un antigaullisme de droite. Il y a des relations qui se nouent à Vichy, car c'est un jeune homme très lancé, finalement très séduisant, et beaucoup de gens se raccrochent à lui, et lui se crée des liens. Mais il n'est pas... Et après-guerre, il recycle un certain nombre de vichistes. Il n'est pas le réseau central. Il refuse d'ailleurs assez courageusement... Il refuse de devenir gaulliste assez courageusement, parce qu'il pourrait rentrer dans le gaullisme comme Chaban-Delmas ou comme Couve de Murville et finalement se blanchir. Il décide de faire sa vie sans De Gaulle. Alors, dans son cabinet, il y a des anciens vichistes, mais il y a aussi Georges Dayan et des résistants. Donc tout ça est un milieu de 4ème République très complexe. Par rapport aux autres membres, aux autres Atlantes, puisqu'ils habitent l'Atlantide, il visite les prisons, il leur trouve du boulot, il les aide à gagner des procès. Pierre Péan l'explique dans une il leur fait des française. certificats de résistance, enfin, il l'aide quand même. Ce que je pense, je ne crois pas que ce soit une fidélité idéologique, je crois que c'est le côté bizarrement bon gars de Mitterrand. Mais vous dites dans votre bouquin il y a une tendresse, il a une tendresse pour ses collabos qui sont en prison, ou l'amant de sa sœur qui a été au commissariat aux questions juives, mais une tendresse de celle que Balzac a pour les réprouvés d'Ancien Régime. Alors on aime pas, mais c'est un nocher qui monte à la surface et puis qui redescend, s'occuper des autres, puis qui remonte. Oui, une sorte d'étrange fidélité. Serviable. Oui, parce que oui. Pourquoi il a refusé toujours toute allégeance au gaullisme? Par orgueil? Il me dit un jour cette phrase pleine de vérité. J'avais décidé en 45 de faire carrière dans l'anticonformisme. En fait, tout le monde se précipite vers le gaullisme. Tout le monde allait au guichet gaulliste la différence, pour être ministre, etc. Donc il s'est dit, où est-ce que je vais trouver ma place? Et c'est vrai que c'est pas, quand on est orgueilleux comme il l'était, c'est pas sa place. Et puis, une deuxième interprétation qui est la mienne dans ce livre et qui fait partie d'une conversation d'octobre 1995, c'est ce fameux rendez-vous, le premier rendez-vous avec De Gaulle. Toute sa vie, il a raconté, donc ça se passe en décembre 1943, le jeune Mitterrand arrive par des circuits d'avion absolument impossibles, et il est face à De Gaulle, et toute sa vie, il a raconté, De Gaulle a été très antipathique, ça s'est très mal passé, il y avait de l'électricité dans l'air, il a voulu me faire tuer après, etc. Et tout ça, finalement, je le découvre dans une conversation avec le colonel Passy, un certain nombre d'historiens en attestent. Il l'a beaucoup enjolivé. Il en a fait le socle de sa légende, rebelle à 27 ans contre De Gaulle. En fait, je crois qu'il y a une vraie humiliation et que le rendez-vous s'est pas mal passé. Mais que Mitterrand, comme on dit, n'a pas été calculé par De Gaulle. Et je crois qu'il y a ça. Vous savez, la manière dont les gaullistes ont parlé de Mitterrand, ce mot, c'est Mitterrand. Cette manière négligente d'écraser le mot. Eh ben oui. Il a dû l'appeler Mitterrand, il a dû être humilié. Mais c'est vrai que jusque-là, jusqu'à ce que vous en parliez, tous les Duhamel, les Gisbert, les Catherine Ney, faisaient état d'une opposition frontale qui était fondatrice. Qui ont fait de beaux livres d'ailleurs, et je le rappelle.
mais c'est ce qu'il nous a tous raconté pendant des années. Et c'est vrai qu'à un moment de sa vie, il me dit, vous savez, ça s'est pas si mal passé le rendez-vous avec De Gaulle. Alors est-ce qu'il se mettait en paix avec sa conscience? Est-ce qu'il rectifiait encore un peu d'histoire? Oui, il a souvent rectifié, parce que la date, la durée, le fait qu'il est freiné ou pas freiné, enfin, ça a beaucoup varié cette histoire. Il dit, on a rencontré, c'est ce que vous dites, on a raconté des bêtises sur cette rencontre. Enfin, ce qui est le plus étonnant dans votre bouquin, quand même, c'est quand il parle de Vichy, il fait « Ah, Vichy »,« Ah, Pétain ». C'était un vieillard un peu dépassé, mais magnifique. Mitterrand. Il y avait ça. Il y avait ça. Quand il a persisté à déposer cette gerbe sur la tombe de Pétain en 92, j'ai eu cette conversation avec lui. Son interprétation, c'est Pétain, c'est Verdun. Verdun, c'est le plus grand traumatisme de l'histoire française avec la Shoah, disait-il, 1 300 000 morts, ça laisse des traces dans le pays. Je lui dis, mais le Pétain de 40 oblitère le Pétain de Verdun qui est considérable. Et je crois qu'il fait partie d'une génération, c'est ça notre divergence, où il pensait que Verdun c'était aussi important que 40. Il était sur la ligne que décrit Henri Amouroux, 40 millions de pétainistes. C'est très curieux, c'est très curieux. Péan raconte sa fascination de jeune homme quand il le voit pour la première fois au casino de Vichy, comme ça, il y a des lettres exaltées. Et je crois que quand on est vieux, c'était un vieil homme, les souvenirs du cortex jeune remontent à la surface, oui, probablement. Mais c'était pas la fidélité idéologique, je crois qu'il n'était pas... C'était plus sentimental qu'idéologique, vous pensez? C'était sa jeunesse, sa bohème, les épaules de Daniel Darieux qu'il découvre au bord de l'Allier, la bamboula, et puis la découverte du monde, il sort du Stalag, et toute la France est là, sur 1 km². Il parle de Bousquet, enfin vous parlez de Bousquet, donc Mitterrand regrette que la carrière de Bousquet ait été brisée à l'âge de 35 ans. Il regrette la façon dont Bousquet était abattu par Christian Didier. C'est curieux, c'est curieux. Et puis le lobby juif, donc on y arrive. On découvre que son plus grand ennemi politique, finalement, contrairement à tout ce qu'on a pu penser, c'était Klarsfeld. Oui, je persiste. Serge. J'en ai parlé avec Klarsfeld, j'ai rencontré en faisant ce livre, j'ai essayé de reconstituer ce qui s'était passé. Pour moi, et c'est finalement la trame de ce livre, il y a une guerre de la mémoire. Elle commence le 16 juillet 1992 au monument du Val d'Ive. C'est le 50e anniversaire de la rafle des Juifs de Paris. Mitterrand vient, c'est la première fois qu'un président français vient. C'est un événement énorme. Et il est hué. Badinter s'interpose dans un assez beau discours que certains ont pu contester. Et là, je crois que c'est le premier choc. C'est une manif voulue en partie par Serge Klarsfeld, qui a un objectif politique, qui est finalement de faire reconnaître les responsabilités françaises dans l'Holocauste. Il l'écrit, il l'a dit en 78. Ce qu'on peut dire pour les téléspectateurs, pour que tout le monde suive bien, c'est que Klarsfeld connaissait le passé un peu maréchaliste, disons, de Mitterrand, et qui s'en sert comme une épée de Damoclès pour lui faire accepter certaines choses. Oui. Le père de Klarsfeld était dans un réseau d'ailleurs assez proche de celui de Mitterrand. Et quand Mitterrand fleurit la tombe de Pétain à l'Île-Dieu, ce que faisaient tous les présidents de la République, tout le monde l'avait fait. Tout le monde l'avait fait. Enfin, De Gaulle l'a réinstitué en 67 parce que c'est le 50e anniversaire de Verdun. Pompidou l'a fait une fois ou deux, Giscard une fois ou deux. Mitterrand a été, disons, plus assidu, malheureusement. Alors, que fait Klarsfeld? Il oblige Mitterrand, sous la pression, parce qu'il a des dossiers d'une certaine façon, à faire la journée commémorative de la rafle du Val d'Ive le 16 juillet. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Mitterrand s'obstine et il dit, puisque Klarsfeld me menace, bien sûr, je vais plus mettre de gerbe sur la tombe de Pétain, je la mettrai sur toutes les tombes de tous les maréchaux de 14-18. Et finalement, la maladresse de Mitterrand fait que la crise est telle qu'il effectivement accède à la demande, à la première demande de Serge Klarsfeld, cette journée de commémoration du 16 juillet. Tout tourne autour du 16 juillet, puisque la guerre de la mémoire, elle se finit le 16 juillet 1995, 3 ans plus tard, et là c'est Chirac qui est président, et il fait le discours que Klarsfeld attendait et que Mitterrand n'a pas voulu faire. Pendant ces 3 ans, il y a une vraie guerre entre Mitterrand d'une part, une partie des responsables de la communauté juive, des intellectuels et la jeunesse. Georges-Marc Bellemot. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça la phrase « jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez ». C'est finalement la guerre de 2 générations, la guerre de morale. Et c'est ça que j'ai observé d'ailleurs sans vouloir faire de jugement de valeur, parce que tout ça est très complexe. Mais pourquoi il n'a pas accepté de reconnaître la culpabilité de la France dans Vichy? Il l'a fait... il avait une position gaulliste, puisque De Gaulle a toujours dit la France n'était pas à Vichy, elle était à Londres.
Donc il avait une position il gaulliste, il a fait Mitterrand. quelques petits pas. En fait, je crois que les gens de cette génération étaient très emmerdés. On peut pas... Ils ont essayé, et tout le monde a essayé de cacher ce qui s'était passé pendant 40 ans. On en parle beaucoup depuis 10 ans, mais pendant 40 ans, on n'en a pas parlé. Effectivement, la chape de plomb gaulliste, et effectivement, il faut aussi ne pas tomber dans le piège dans lequel tombe parfois Serge Klarsfeld, que par ailleurs je respecte, qui est de dire les responsabilités de la France, c'est les mêmes que celles de l'Allemagne. Français et Allemands, tous salauds, tous des porteurs. Ce qu'il faut dire, c'est que la France avait perdu la guerre, Georges Marc. La différence, quand même, ce qu'il faut toujours bien rappeler, c'est que la France avait été envahie par l'Allemagne. Donc c'est toujours plus difficile, quand on est envahi par un pays plus fort que soi, de faire ce qu'on veut. Il y a un double malentendu entre, disons, la France de Mitterrand et la communauté juive. Pendant 40 ans, on a nié, on n'a pas parlé de l'Holocauste, on a caché les responsabilités de la police, on a caché les responsabilités administratives, on a caché tout ça. Et d'une certaine manière, il y a une vraie blessure dans la communauté juive. Il faut dire que la nation, elle a été amputée d'une partie de ses membres. Et ça, la France ne l'a pas accepté, ce qui fait le chagrin des Juifs. Et je crois aussi qu'il y a un autre chagrin, qui est le chagrin de la France, qui est que l'Empire, la deuxième puissance mondiale, s'est effondré comme un château de cartes, de manière inimaginable, en 8 semaines, 2 mois, entre le 10 mai, le jour de l'offensive allemande, et le 10 juillet, où la République est abolie en 2 mois, la deuxième puissance mondiale s'effondre dans la honte, avec des ministres qui partent en pleine nuit, oubliant leurs dossiers, la panique généralisée. Et que ce traumatisme-là, cet effondrement-là de la France, puis d'ailleurs ensuite la guerre d'Algérie, ça a été, en tout cas cet effondrement, une blessure terrible, aussi pour la France, qui a rendu possible le Vichy, le Veldiv et toutes ces saloperies. Et donc ça aussi, cette blessure-là, Mitterrand l'avait. Il y a une forme d'orgueil à ne pas l'avouer. Georges Marc, pour en finir sur le bouquin et passer aux réactions, le lobby juif, il l'entendait comment, Mitterrand, quand il vous disait ça? C'est Klarsfeld. C'est Klarsfeld. C'est Klarsfeld. C'est plutôt les institutions. Sa petite association très vaillante de fils et filles déportés. Je crois que ce mot finalement a été introduit par quelqu'un de son entourage qui a fait une mauvaise action. Non pas que je sois puritain, mais ça, on fantasme toujours quand on dit lobby juif. En l'occurrence, c'est Klarsfeld et puis un certain nombre de gens motivés. Mais finalement, la question de Vichy... comme la question de la guerre d'Algérie, comme tout ça. C'est le problème de la France. Bien, Georges Marc, il y a eu beaucoup de réactions à votre livre. Et dans Le Point, la semaine dernière, il y avait les bonnes pages de votre livre. Dans Le Point de cette semaine, il y a une lettre ouverte des amis de François Mitterrand qui disent le principal reproche qu'on peut faire à François Mitterrand, c'est d'avoir accueilli des gens comme Georges-Marc Benamou auprès de lui. Allez, je veux rectifier. Appelons ça la pétition Charras. Oui. Hein, c'est la pétition Charras, c'est pas les amis de François Mitterrand. Un certain nombre de gens, oui, c'est vrai qu'il n'a pas de peau, Mitterrand. On avait déjà eu Attali qui a fait verbatim, c'est vrai que... Attendez, ça n'a rien à voir. Enfin, moi, je suis confident, ami, journaliste. J'ai jamais été conseiller spécial, ministre du budget, médecin. Moi, je suis un individu libre. Oui, ce qu'ils disent dans leur pétition Charras, il faut quand même dire qu'ils disent une chose, c'est-à-dire que personne n'a lu ce livre. Cette pétition, le texte était prêt avant que le livre soit imprimé, donc personne ne l'a lu. Monsieur Charras, ils l'ont pas lu dans Le Point la semaine dernière. Ils ont peut-être lu des extraits, mais enfin ils ont lu les bonnes pages. 3% du livre. Et d'un livre complexe, et d'un livre imbriqué, d'un livre que j'ai mis des années à écrire, ils ne l'ont pas lu. Et Monsieur Charras dit partout d'ailleurs, je ne lirai pas ce livre, mais c'est un torchon. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de faire un livre où Mitterrand reparle du lobby juif, ça peut réveiller l'antisémitisme en France? Non, parce que je crois que j'ai fait un livre, au contraire, très nuancé pour expliquer qu'il y a eu entre 1992 et 1995 une guerre de la mémoire et un vrai débat de haut niveau, parfois tortueux. Et je pense que j'ai voulu montrer une complexité française. La France, ça n'est pas que le mal. La France, ce n'est pas que le bien que nous disait De Gaulle. Ça n'est pas qu'une France héroïque. C'est une France plus complexe. Mais enfin, quand on voit en couverture du Point lobby juif et qu'on sait que c'est un mot de Mitterrand, vous ne pensez pas que ça peut c'est pas un mot de réveiller ou accélérer l'antisémitisme latent? Je pense que l'antisémitisme est une chose trop sérieuse pour qu'on puisse traiter à tort et à travers les gens d'antisémites, et c'est pas le cas de Mitterrand. Il y a eu une brouille entre Mitterrand et les responsables de la communauté juive à un moment donné sur une question précise, avec certains responsables. Il faut le dire, il ne faut pas écrire une histoire faite de langue de bois. Elle est très complexe. On rallume. On va parler de tout ça, interview vérité. On ne bouge pas pendant le jingle.
Michel, vas-y. Oh là, quelle connerie, t'es contente toi maintenant. Xavier, allez. Non, Xavier est en larmes. C'est terrible. Peut-être Sophie peut arranger ça. Ah non. Alors donc effectivement, vous notez dans votre livre le parallèle entre les événements politiques et l'exécution de Tapi. Vous dites, quand je lisais les sondages, je savais que nos ennuis judiciaires s'amplifieraient, mais Tapi avait une faiblesse, il se croyait invulnérable. Ah, tout le monde connaît Tapi de l'époque, de la grande époque. Tapi était un homme puissant. Souvenez-vous quand même des hommages invraisemblable et extraordinaire du président de la République à Bernard Tapie. En pleine affaire OMVA, M. Mitterrand fait un hommage appuyé à Bernard Tapie. M. Pierre Mauroy dit tout ce qui est bon pour l'OM est bon pour le PS. Enfin, c'est quand même des choses fortes, ça. Hein, mais malgré ça, vous sentez... Alors on va voir toute l'histoire. Donc avant l'OM, vous avez fait des études supérieures de gestion, de finance, de management. Et vous commencez votre carrière dans des grands groupes. Puis vous devenez consultant. Et puis vous rentrez à l'OM. Pourquoi? Aimanté par Tapi, fasciné par Tapi? Je voudrais que chacun se souvienne de ce qu'était Tapi dans les années 88. C'était un vrai dieu de la communication. Il avait son émission Ambition, il avait fait son livre Gagné. Tout le monde le citait en exemple comme un manager d'entreprise. Donc pour moi qui avait des ambitions de faire aussi des affaires dans le futur, je venais près du pape de l'entreprise. Absolument. Alors il y avait aussi Hidalgo qui était très sympa. Donc très sympa. Ça jouait. Et là vous travaillez dur, vous rentrez à l'OM, c'est difficile, mais vous vous donnez beaucoup de mal. Vous travaillez sur les droits télé, sur les loges VIP, les sponsors, le merchandising. Premier problème, en 1990, donc il y a 2 ans que vous êtes là, vous êtes entendu pour une histoire de transfert, les transferts d'Olmeta et Pardo qui venaient de Toulon. Et là vous passez une nuit en tôle déjà. Hein. On vous demande d'avouer, mais vous savez pas quoi. Oui, bah c'est pas la tôle, c'est la garde à vue, ça peut arriver à tout le monde. Ce que je voudrais dire, c'est que tout ce qui m'est arrivé peut arriver à tout le monde. La garde à vue, c'est les policiers qui viennent, mais ils viennent pas pour nous. C'est là, c'est très pervers. Ils viennent pour une affaire concernant Toulon. Les transferts de Olmeta, Pardo et Casoni. Et dans la discussion, Bernès a signé une autorisation aux policiers, les autorisant à vérifier les comptes de l'OM. C'est assez étonnant quand même. Et là, effectivement, on nous pose beaucoup de questions, mais je réponds ce que j'ai à répondre. Moi, j'ai pas à changer. Et pourtant, je subis des pressions pendant cette garde à vue. Et je tiens mes positions. Et depuis cette date-là, j'ai pas varié d'une seule virgule de tout ce que j'ai toujours dit depuis cette garde à vue. Alors, l'OM marche, hein, l'OM connaît beaucoup de succès. Malgré tout, il y a des problèmes avec Vigouroux, hein, le maire de Marseille. Vous met des bâtons dans les roues d'une façon assez systématique, chaque fois qu'il peut. Ah bah écoutez, c'était flagrant. Monsieur Vigouroux avait le talent de faire le contraire de ce qu'on proposait. Et quand ça marchait, il disait l'inverse. Alors puis il y a l'affaire OMVA, c'est-à-dire on retrouve 250 000 francs en espèces dans le jardin de la tante de Glassman. À Périgueux. Qui dit Bernès m'a corrompu, il m'a demandé de lever le pied. Écoutez, moi d'abord, j'ai pas été mis en examen dans cette affaire, donc je peux en parler avec une certaine distance. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucun lien qui a été prouvé entre les preuves matérielles présentées, notamment l'argent, puisque ces preuves matérielles n'ont aucune empreinte, n'ont aucune... les billets ne correspondent pas à des billets qui viennent de Marseille. La police a fait des investigations énormes, et croyez-moi, s'ils avaient trouvé quelque chose, j'aurais été forcément mis en examen. Moi, ça reste une grande affaire extrêmement douteuse, troublante, car on ne me fait pas croire qu'un joueur de football qui dépense quand même pas mal d'argent puisse un matin, 3 semaines après, ressortir une somme d'argent comme ça. Et comme par hasard, ça se passe le jour où j'annonce le lancement de la création d'une société extrêmement importante, qui l'OM Premier, où j'avais réuni plus de 300 chefs d'entreprise locaux, ainsi que 5 investisseurs de dimension internationale. J'avais réuni 100 millions de francs qui avaient pour objet de rentrer dans le capital de l'OM et d'autre part d'aider les entreprises régionales à se développer. Comme par hasard, en pleine réunion, bing, ça tombe en ce moment-là. Cet argent dans le jardin de la tante de Glassman à Périgueux. L'affaire OM Premier, qui était très prometteuse, effectivement, ne se fait pas. Et alors là, la police découpe votre coffre-fort au chalumeau. Enfin, c'est abominable. Je trouve un bureau, mais saccagé. Pour vous, c'est un coup monté, alors. Et Bernès est complice. Non, mais dites-le, je veux dire. Moi, je crois que l'affaire de OMVA est une affaire totalement montée à partir du moment où aucune des pièces, aucun des éléments qui concernent l'OM ne sont avérés. Il faut bien savoir que les joueurs de Valenciennes ne mettent pas en cause ni l'OM ni Tapi. Ils mettent en cause ce Bernès. Et puis, il y a quand même un fait troublant. Bernès, jusqu'au procès, a toujours soutenu qu'il avait été piégé. Je rappelle un truc que tout le monde a oublié. C'est lui qui dépose plainte le premier
contre les dirigeants de Valenciennes pour avoir lui-même été corrompu. Donc il ne faut pas oublier ça, c'est Bernès qui dépose plainte en tout premier, le 4 juillet. C'est pas Valenciennes, c'est pas la Ligue, c'est Bernès. Et jusqu'au procès, il soutient ça. Il écrit même un livre qui dit exactement ça. Et le jour du procès, comme par hasard, il fait exploser le livre en disant complètement autre chose. Il y a un manque de cohérence quand même. Non, parce que Tapi, maintenant, quand il rencontre Bernès dans un restaurant, il change de restaurant où il demande que Bernès s'en aille. C'est quand même sur ces il ne lui a pas pardonné. Hein. C'est quand même sur les déclarations de Jean-Claude Bernès que Bernard Tapie est allé en prison. Je suis allé en prison sur les déclarations de Jean-Claude Bernès également. Enfin, ça fait mal quand même. Alors en 1994, effectivement, il y a un sondage dans le VSD, il y a même un photomontage où Bernard Tapie est habillé en président de la République. Et on dit, voilà, s'il y avait des élections présidentielles entre Chirac et Tapie, Tapie aurait 46% et Chirac 54%. Donc d'un seul coup, il devient sans doute, effectivement, je veux dire, pour un certain nombre de barons de la gauche, il devient l'homme à abattre. Et là, toutes les affaires lui tombent dessus. Il y a OMVA, on vient d'en parler. Il y a l'affaire des comptes de l'OM. Et puis après, il y a le Fosséa, Testu, etc. Oui, mais attendez, il faut voir ce qui se passe. Je crois que dans ce livre, quand je l'ai écrit, j'avais peur, même en l'écrivant. Je me dis, c'est pas possible, on prend pas tout ça dans la tête. Mais il n'y a pas que ça. On veut nous faire déposer le bilan aussi à ce moment-là. On nous met en examen. C'est en 94 qu'on nous met en examen. Tout à l'heure, vous avez dit, on est en garde à vue en 90. Mais qu'est-ce qui se passe entre 90 et 94? Rien. Non seulement il se passe rien contre nous, ça veut dire que finalement ce qui était dit en 90 par la police n'était pas si grave. Il n'y a pas eu de suite sur l'affaire Casoni, Pardo, Olmeta. Non, mais sur ce qu'on nous reproche plein de choses qui vont ressortir. 4 ans après, les affaires de transfert de Moser, etc. Tout ça ressort après. Alors, à l'époque, donc, Tapie devient incontournable sur le plan politique, effectivement, après les européennes, mais il est aussi pas contrôlable. Donc c'est le début de la Lali. Et vous notez d'ailleurs effectivement les convergences des faits sur des périodes très concentrées. Exemple, alors là, fin octobre 94, vous rencontrez un investisseur pour l'OM qui est prêt à financer le club, qui est prêt à investir dans le club et qui vous fait nettement comprendre qu'en échange, il voudrait quand même quelques informations sur Bernard Tapie. Oui, enfin, c'est plus pervers. C'est-à-dire que cet investisseur n'était pas un investisseur. C'était un émissaire qui m'a demandé clairement de trahir Tapie. C'est-à-dire qu'en fait, cher ami, je suis le seul qui n'ait jamais trahi, et c'est justement, j'ai eu le raisonnement parce que je n'ai pas trahi. Alors, cet émissaire me dit quoi? Il me dit, écoutez... C'est Tapie qui nous a laissé cette merde. Il n'y aura pas de problème pour vous en matière pénale si vous me dites des choses importantes sur Tapie. Bon, et on est en pleine période d'avant élection. Et c'est amusant parce qu'on est en gros 6 mois, 5 mois avant les élections. Bernès change d'avocat à ce moment-là. Tiens, c'est curieux. Moi, on me propose de trahir. 15 jours après, on me met sous contrôle judiciaire avec interdiction de travail. Moi, il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Infiniment grave. Alors, vous avez fait une connerie quand même dans toute cette affaire. Ça m'est arrivé, bien sûr. Vous avez monté une société avec Karageorgis, donc l'agent de l'OM. Bon, une société qui n'a jamais travaillé, une société qui est restée en sommeil, mais c'est sûr que le juge Philippon, ça vous a pas rendu crédible à ses yeux. Mais je lui ai tendu à ce moment-là une perche énorme. D'abord, c'est moi qui lui dis au juge, c'est pas lui qui le trouve, c'est moi spontanément, parce que je pensais pas qu'il y avait vraiment péril dans la demeure. Lui, il pensait que cette société que vous aviez montée avec Karageorgis est en fait une planque pour une caisse noire de l'OM. Bien sûr. Et il me dit, c'est pas possible, tout le monde, rien ne se passe à l'OM sans que tout le monde soit au courant, parce qu'on avait des procédures très contrôlées, on avait des commissaires au compte, des doubles signatures. Je dis non, c'est un truc personnel. J'assume. Je vais pas raconter comme d'autres. C'est Tapie, c'est moi, Laroche, qui fait ça. Et pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'avais envie de faire du commerce, comme j'explique dans le livre. Mon but, c'est après de faire autre chose. Que l'OM, c'est un stress énorme. Bon, puis je suis un homme d'entreprise. Je suis pas un homme Bernard Tapie. Bien sûr, je l'aime. C'est un homme merveilleux. Mais je crois que je suis pas le seul à l'aimer. Hein. Il l'a pas trahi. Il a fait un disque ensemble avec lui. Donc, c'est clair que j'ai envie de faire autre chose. Mais le juge rue là-dessus. Alors il avait le choix, le juge il me dit, soit c'est pour vous à titre privé et puis je vous poursuis pour abus, soit c'est pour l'OM, c'est une caisse noire. Dans tous les cas, vous étiez poursuivi. Dans tous les cas, lui, il me tenait bien. Ça c'est clair. Dans tous les cas, j'étais... Justement, on va parler du juge Philippon. Chez vous, vous éteignez la lumière et ici aussi. Alain Laroche, est-ce que vous jurez aujourd'hui que le juge Philippon vous a promis un assouplissement de votre sort si vous balanciez Bernard Tapie? Absolument, j'ai subi des pressions de toute nature. Et puis, toute la procédure qu'a suivi le juge Philippon a largement démontré que c'était pour me mettre une pression, pour me faire avouer quelque chose. Donc, il y avait un chantage. Manifestement, c'était un chantage. C'est un mot extrêmement violent, mais c'était un chantage. On rallume. Effectivement, Alain Laroche,
Là, on vous met en prison. D'abord, on vous met à l'évêché pendant 10 heures, sans boire et sans manger. Donc, vous découvrez effectivement la dure vie des prisonniers. Hein. C'est une part très importante de votre livre. C'est très touchant, la façon dont vous en parlez. Après, on vous met au Baumette, sans prévenir votre famille. Ben, c'est l'enfer. Le pire moment, ça a été quoi? D'abord, on comprend rien du tout. Parce que, vous voyez, j'avais pris un coup de poing dans la figure. Ouais. J'étais complètement KO, sonné. Heureusement que j'ai eu des ressources morales au-delà du normal, parce que sinon on peut mourir. Il y a des gens qui se suicident pour moins que ça. Donc c'est très dur en permanence. Et puis, je ne savais pas ce qui allait se passer. Quand vous êtes en prison pour 3 mois, 6 mois, plus longtemps, vous vous organisez. Moi, je ne savais pas. N'oubliez pas également que j'étais incarcéré contre l'avis du procureur. C'est quand même dingue. En 1995, un simple juge d'instruction, un homme, peut vous mettre en prison sur sa seule décision, contre l'avis du procureur. Je voudrais insister là-dessus. En plus, je suis peut-être le seul Français à rentrer en prison pour avoir payé pour rentrer en prison. J'ai payé ma caution la veille où je rentre en prison. Enfin, c'est des choses incroyables quand on le raconte. Alors c'était dur tous les jours, bien sûr, mais c'était surtout dur quand je devais voir ma femme au parloir, parce que là c'est l'humiliation totale. Mais ils ont mis la pression aussi, ils ont menacé votre femme de la mettre en examen. Tous mes amis, tous mes proches ont été entendus avec des pressions. Ma femme, effectivement, a subi elle-même des fortes pressions, allant très très loin. Il est évident que dans le livre, j'en parle, mais quelque part, j'ai encore de l'humilité et de la pudeur à en parler, parce que quand je la voyais et puis que je savais ce qu'on lui faisait dehors, c'était terrible. Alors, autre pression, vous êtes confronté à Bernay sur les matchs achetés. Vous vous dites non, à ma connaissance, il n'y a pas eu de matchs achetés. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas eu des matchs achetés ou est-ce que vous ne saviez pas qu'il y en a eu? Moi, je parle de ce que je sais. C'est-à-dire que Tapi ne m'a jamais dit, La Roche, il faut organiser telle chose, telle chose. Donc les rumeurs, j'en ai entendu des centaines. Je n'ai jamais eu une instruction, jamais eu un ordre pour faire en sorte. Voilà. Alors Philippon, le juge Philippon, donc veut vous faire craquer. Vous craquez pas, justement. Est-ce que vous craquez pas parce que vous n'avez rien à dire ou parce que vous êtes très fort mentalement? D'abord, il faut les deux. Il faut d'abord être très fort mentalement parce qu'on peut dire n'importe quoi. Vous savez qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi, qui avouent n'importe quoi. C'est ce qui était arrivé à Dils, oui. Tous les actes que j'ai accomplis, je les ai accomplis en conscience. Je les ai accomplis en conscience parce que je pensais que c'était nécessaire pour le club, c'était dans l'intérêt de l'entreprise et que j'avais pris toutes les précautions de vérification auprès des avocats, des conseils, du ministre du Budget, du ministre de la Justice, de la Ligue, et parce que c'était des pratiques connues dans le football, c'est tout. Donc je n'avais pas le sentiment de faire des choses abominables. Vous savez, quand on voit le lit, l'arrêt de la cour d'appel, on se dit, mais c'est pas possible qu'on vous ait fait ça avant. Justement, un jour, un jour de novembre, vous vous retrouvez seul, en tenue d'été, devant la porte des Baumettes, et c'est un gardien qui vous raccompagne à Marseille. Votre femme n'avait pas été prévenue par l'administration pénitentiaire de votre retour. Alors après, il y a le procès. Vous prenez de la prison avec sursis. Donc vous découvrez à ce moment-là que vous avez fait 5 mois et quelques, 5 mois et 1 semaine de prison ferme pour rien. Pour rien. J'ai fait 5 mois et 1 semaine de prison, absolument pour rien. Oui, mais attendez, moi j'ai une question simple, Alain. Si vous avez été condamné, même à de la prison avec sursis, et à 200 000 francs d'amende, il y a bien quand même quelque part une culpabilité. Absolument, mais je ne conteste pas. Quelle est votre culpabilité? Alors je l'explique, parce que c'est quand même important de savoir pourquoi on a été condamné. Bah oui. Pourquoi est-ce qu'on a été condamné? Pour 3 raisons. 1, on fait des prêts aux joueurs. Deuxième chose. Prêts aux joueurs. Deuxièmement. Les contrats d'image. Les joueurs ont des images comme les vedettes de cinéma, etc. Et le troisième point, c'est les impresarios de football. C'est la plus petite part du dossier. On payait des commissions à les impresarios de football. Pourquoi? Pour faciliter les transferts, pour avoir des renseignements confidentiels sur des clubs, c'est ce que tous les clubs font en termes d'espionnage, etc. Voilà, les 3 raisons. C'est pas des choses qui sont graves, c'est des choses qui sont, discutable. Bien, donc vous avez été pris dans les rouages d'une opération de déstabilisation politique. J'ai été pris parce que j'ai pris une position loyale. Je suis quelqu'un qui a cette vertu, peut-être une vertu, c'est un défaut parfois peut-être, mais enfin en tout cas c'est la mienne. Alain Laroche, un mot à dire à Bernard Tapie ce soir, vous regardez votre caméra, vous lui dites quoi? Je lui dis bonjour parce que je ne l'ai pas revu depuis pas mal de temps, et bon courage parce que l'affaire va être difficile, et j'espère que l'homme va réussir. Et j'ai peut-être quelques conseils à lui donner. Et un mot au niveau du fonctionnement financier et business. Un mot à Bernès. Chacun fait sa vie, on est maître de son destin. J'ai choisi ma voie. Ce que je sais, c'est que quand je me regarde, je suis en harmonie avec moi-même. Et je peux parler en face avec tout le monde. Je regarde tout le monde dans les yeux et je suis fier par rapport à simplement mes gosses, mais aussi par rapport aux Marseillais et aux supporters marseillais, d'avoir fait ce que j'ai fait pour un grand club que j'aime encore. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle.
Bien, alors pendant le procès Festina, vous avez assumé vos responsabilités. Oui. Vous avez reconnu le dopage, mais voilà, le problème c'est que rien n'a changé. Et cette fois, vous, c'est sur les dirigeants et les organisateurs que vous mettez la pression, vous les mettez en cause. Vous dites, par exemple, en parlant du patron de l'Union cycliste internationale, qui s'appelle Verbruggen, vous dites, quand Verbruggen dit qu'il y a des problèmes dans le Tour d'Italie, le Giro, il dit c'est un incident de plus, il oublie de dire qu'il conduit le bus depuis des années. Oui. Donc finalement, effectivement, on s'en est beaucoup pris il y a 3 ans aux coureurs. Vous dites que oui, les coureurs, ce ne sont que des victimes finalement, et que si on est courageux, c'est aux dirigeants du cyclisme français, international, qu'il faut s'en prendre. Effectivement, je dis ici, nous sommes tous responsables de nos actes, et les coureurs les premiers, au premier degré. Au second degré, ils sont victimes d'un système, victimes d'une faillite totale de ceux qui avaient le mandat de la lutte antidopage et qui, en minimisant le problème depuis des décennies, n'ont fait que conforter les cyclistes dans la continuité de pratiques illicites. Et c'est bien la faillite de tout un système aujourd'hui qui est révélée. Ouais. Alors, question dopage, vous dites que le RSR 13 a remplacé le PO. Donc finalement, bon voilà, il n'y a plus de PO, mais enfin il y en a un truc nouveau qui est encore plus indétectable. De toute façon, vous dites que dans le milieu du cyclisme, le dopage c'est presque une gloire. C'est-à-dire que les anciens se racontent comme ça, à la veillée, des histoires de dopage. Ah, tu te souviens, quand on avait pris un pot belge, c'était bien marré et tout. Donc ça fait partie, c'est culturel. La dope, enfin le dopage, chez les cyclistes, c'est quelque chose de tout à fait normal, quoi. Alors là, on touche quelque chose de culturel, effectivement, et puis d'un peu dramatique, c'est de banaliser ces choses-là le soir à la veillée, entre anciens, ne fait que, effectivement, enlever toute forme de prise de conscience et de culpabilité éventuelle des cyclistes. C'est-à-dire, comment voudrait-on que des fils spirituels prennent conscience de leurs erreurs si les pères se glorifient de leur... Mais c'est admis, quoi. Voilà, c'est comme le kill de rouge chez les mineurs dans le temps, quoi. C'est-à-dire, tout le monde boit son petit litron, là c'est pareil, on se fait ce petit shoot de PO, ça fait partie du truc, quoi. L'image est assez juste, je trouve. J'ai été mineur à un moment, et c'est vrai qu'il y a une espèce de façon d'obliger les jeunes à accepter l'inacceptable par des rites de passage, comme ça. Voilà, donc vous parlez de la dope, mais ce qui est le plus étonnant dans votre bouquin, et bon, l'accent a beaucoup été mis là-dessus ces derniers jours, mais c'est vrai que c'est très étonnant, parce que nous, pauvres mortels, on connaissait l'histoire du dopage dans le cyclisme, mais on ne savait pas qu'il y avait de la corruption. Moi, je ne savais pas du tout, ça c'est un truc que j'ai appris en lisant votre livre. Par exemple, Virenque a acheté 100 000 francs sa victoire sur l'Allemand Jan Ullrich à Courchevel dans le Tour de France 97. Ça c'est un truc qu'on ne savait pas, que vous avez révélé. C'est-à-dire que non seulement ils se dopent, mais en plus ils s'achètent les uns les autres. C'est énorme. Ça fait penser au foot un peu. Ouais. C'est un peu... Comment ça s'est passé? Donc ils sont tous les deux, enfin racontez-nous le moment où il lui fait comme ça, quoi. Je voudrais préciser avant que, contrairement à ce qui a été présenté il y a quelques jours, on a voulu, une certaine presse a voulu faire une affaire au MVA bis repetita. Je voudrais rétablir un peu les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de match acheté au départ, il y a eu une belle bagarre ce jour-là. Ouais. On a mis l'équipe, donc l'équipe Festina a mis l'équipe Télécom à genoux toute la journée, et les deux champions se sont livrés une belle bataille. Mais il est vrai, et vous doutez bien que si je l'ai écrit, c'est que j'ai les éléments, il y a eu entente entre les deux coureurs dans les derniers kilomètres, et on voit ce geste qui est un des éléments de la part il lui fait ça. Oui. Et même, il y a d'autres mecs de l'équipe qui disent, enfin, tu aurais pu attendre qu'il n'y ait pas de caméra pour faire ça, parce que là, franchement, tout le monde t'a vu, donc. Alors, ça fait partie un peu des us et coutumes. Je ne dis pas que ça se produit à chaque fois, mais effectivement, là, c'est le même phénomène. J'ai eu à le dire, Jean-Marie Leblanc le premier, en 1971, dans les 4 jours de Dunkerque, a vendu ses services pour l'équivalent d'un tiers de son mois de salaire à l'équipe de Roger de Vlaminck, donc une équipe... Effectivement, dans ses mémoires, dans son autobiographie, le patron du Tour de France actuel, Leblanc, dit que lui, effectivement, il a roulé pour de Vlaminck pour 10 000 balles. Donc c'est-à-dire, non mais il y a d'autres exemples qu'on ne va pas citer parce qu'il y en a beaucoup, mais ça veut dire que la corruption, c'est-à-dire, c'est courant dans le cyclisme. C'est quelque chose qu'on ne savait pas, nous.
Alors effectivement, le pire c'est qu'il dit en 99, c'est qu'il n'est pas choqué. Ouais. Donc encore une fois, les filles spirituelles, que peuvent-ils penser? Mais il faut comprendre aussi que pour les gens du milieu, le mot corruption ne convient pas tellement. C'est-à-dire que pour les personnes dans la rue, effectivement, c'est une corruption. Là, ça s'appelle dédommagement pour victoire manquée, quoi. Oui. Voilà, c'est des us et coutumes reproduits de décennie en décennie qui fait qu'il y a une espèce de banalisation et qui déculpabilise l'individu. Comment ça se passe, Bruno Roussel? C'est-à-dire qu'il lui fait ça, l'autre fait d'accord, donc je vais te laisser gagner, tu vas me filer du pognon. Mais ils n'ont pas le temps, étant sur des vélos, de discuter le montant. Ça fait bien avant, ça, non? Non, non, ça se fait pendant la course. Ah, ça se fait pendant la course, il lui fait comme ça. Donc l'autre dit, il lui doit quelque chose. Et le lendemain, c'est vous qui y allez? Le lendemain matin, oui. Ouais, sur un parking. Je rencontre quelqu'un, membre proche de Yann Ulrich, et qui me donne le montant de la somme. Il vous dit c'est 100 000. Et vous dites, je vais quand même demander à Virenque, mais c'est vrai que 100 000 pour une victoire comme ça, c'est pas si cher que ça. Par rapport à l'enjeu et à l'événement, effectivement, j'ai pas été choqué à ce moment-là de la somme. Si l'autre est plus gourmand que ça, si l'autre est très gourmand... Il aurait pu demander 200 000 l'autre. Ouais. Ça s'est discuté entre coureurs. Moi, j'apprends l'information après. Effectivement, on donne une somme. Si elle paraît raisonnable par rapport à l'enjeu, elle est acceptée et les deux coureurs s'arrangent après. Et ce que disait Thierry, ça veut dire que c'est des sommes qui sont pratiquement... oui, il doit y avoir des barèmes. Oui, il doit y avoir des barèmes. C'est couramment pratiqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas une course qui est valide normalement sans trucage. Ah non, mais j'ai jamais dit ça. Non, mais j'espère. Il y a plus de courses à la régulière qu'il y a de courses achetées. D'ailleurs, les us et coutumes auraient voulu que ce jour-là, le maillot jaune en seigneur laisse la victoire d'étape à son vaillant dauphin, en l'occurrence Richard. Ça, c'est les us et coutumes. Et c'est pour ça que l'on dit d'ailleurs, c'est un seigneur, il a été magnanime envers Richard. Pourquoi lui, ce jour-là, a-t-il voulu monnayer? Je n'en sais rien. Il est jeune, c'est un Allemand de l'ex-RDA, peut-être d'une génération où il n'est pas encore imprégné de toute cette culture, et il a dérapé. Donc, Jackie, je voulais dire quelque chose. Je voulais seulement dire, moi, que j'aime beaucoup le sport cycliste. Et il peut se passer certainement plein de choses que M. Roussel connaît mieux, probablement, quiconque. Je m'étonne un petit peu que M. Roussel, qui était le patron de Virenque, dans cette fameuse étape, a trouvé ça formidable le jour de l'arrivée du Tour de France, et il a trouvé ça sensationnel. Et il a partagé la victoire de Virenque. Je suis un peu surpris que quelques années après, ce sont des états d'âme. Non, il a été, attendez, Roussel a été jugé, vous avez été condamné, vous avez pris de la prison avec sursis, vous avez été condamné, une amende, et puis après il aurait pu revenir, comme Bernard Tapie, il aurait pu revenir dans le système du cyclisme. Simplement, ce qu'il est en train de faire, Roussel, c'est qu'il brûle ses vaisseaux. C'est-à-dire qu'il est en train de faire une politique de terre brûlée, parce que bien évidemment, après ce qu'il dit là, il restera dans l'immobilier en Bretagne, il ne retournera jamais dans le cyclisme. Ça sent terriblement le règlement de compte. Et je trouve que le livre qui sort juste avant le Tour de France, tout ça, c'est... Enfin, j'en sais rien. Ça me laisse un goût douteux, en tous les cas. Dites-moi... Dans tous les cas de figure. J'aime pas trop, j'aime pas trop ça, voilà. Éteignez la lumière. Dites-nous, Bruno Roussel, est-ce qu'il ne s'agit pas, tout simplement, d'un règlement de compte? Non, c'est un retour aux sources pour moi. J'étais un éducateur et aujourd'hui je suis beaucoup mieux dans ma peau que je ne l'ai été, et j'assume parfaitement ce que j'ai écrit, et d'ailleurs je suis prêt à venir le défendre et l'argumenter devant qui que ce soit. On rallume. Ah oui, des fois comme ça, c'est très inattendu, on peut avoir la question qui tue. Faites attention, vous, quand vous serez président de la République, vous venez ici, question qui tue, c'est terrible, attention. Hein. Je voudrais juste rajouter une chose. La loi du silence, c'est la pire. Et en écrivant ce livre, effectivement, j'éclaire sur des mœurs et des pratiques. Et la seule question qui, à mon avis, mérite d'être débattue, c'est quel sport voulons-nous pour demain? En fait, c'est celle-là. Et est-ce que pour nos enfants, nos petits-enfants, est-ce qu'on souhaite que les coureurs cyclistes, Jackie aura peut-être un petit-fils ou un arrière-petit-fils qui va faire du vélo, est-ce qu'il veut que son petit-fils ou son arrière-petit-fils, ils vivent ce que vivent aujourd'hui les cyclistes? Alors, on peut dire effectivement Bruno Roussel, etc., il a plein de défauts, mais Bruno Roussel aujourd'hui, il dit qu'il a dit la vérité, et pour moi c'est un retour aux sources, et j'ai voulu éclairer quelque chose beaucoup moins
effectivement que Richard, c'est pas tellement Richard que j'ai voulu attaquer dans ce livre, c'est la faillite des institutions. Oui, alors, suite à votre bouquin Richard Virenque, lui nie, il dit j'ai jamais acheté cette victoire. Ulrich nie aussi, mais effectivement, Willy Voet, ex-soigneur de Virenque, donc de l'équipe Festina, dit le soir du massage, donc il parle avec Virenque et il lui dit mais t'aurais pas acheté la victoire, t'as pas payé quand même. Et à ce moment-là, Virenque dit Willy Voet lui répond si. Voilà. Donc ça fait un témoin. Alors, on apprend même dans votre bouquin que Jean-Claude Killy, et pourtant pour nous... Oh non, pas lui. Ah si. Oh ben non. Pas Jean-Claude. Non mais je sais, non mais... Lui aussi. Jean-Claude Killy, il sort pas indemne des révélations de Bruno Roussel. Le 11 juillet 98, quand Willy Voet vient d'être arrêté avec le coffre plein de seringues et de PO, il reçoit Bruno Roussel en compagnie de Jean-Marie Leblanc, qui est le patron du Tour de France, et Killy dit à Roussel, merde Bruno, pourquoi tu nous as pas prévenus avant? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous les aviez prévenus avant, ils auraient pu arranger le coup. Je me suis posé la question, je me suis sans doute trompé, et donc je pense qu'il était lui aussi pressé de questions par les journalistes et il devait avoir à répondre de cette voiture de la Société du Tour qui manquait. Mais c'est vrai qu'après cet entretien, je me suis posé la question. Le doute s'est installé dans mon esprit, mais bon, je me suis sûrement trompé. Je voudrais savoir, tous les droits du livre ont une association antidopage ou un truc comme ça, ou c'est pour vous? Alors, j'ai reçu un avaloir, c'est-à-dire ce qu'on appelle une avance, et je les ai prises, elles sont pour moi. J'ai pas pris de décision par rapport à effectivement... Parce que je trouve que si c'est vraiment pour dénoncer, il faudrait que ça serve à quelque chose, pas uniquement à vous. Bravo.